Et nous sommes live avec Crypto Farmer. Très heureux de t'accueillir une nouvelle fois sur la chaîne. Comment tu vas? Très bien, très bien. Merci de m'avoir invité, hein, avec plaisir, je viens sur tes lives. Pour une fois que Plaisir. je les écoute pas, je suis dedans. J'aurais pas besoin de Aujourd'hui, le C'est regarder encore. celui-là. aujourd'hui, c'est Ah, toi qui m'écoutes et on va commencer avec une seule question. Où est-ce que tu yield aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un consensus sur encore ou tu fais encore des boucles chiantes sur Bifi, StakeDAO, etc. Que se passe-t-il? Bah, c'est vrai que niveau stablecoin, encore ça va vraiment être la solution, un peu miracle, hein. T'es rassuré? Quand quand il y a l'imprimante qui te paye 20, bon, bah, tu peux pas refuser, hein. T'es ra- Mais, ben, moi, Ouais, je t'en prie, non? non, je fais pareil. Je suis sûr, moi, je suis sûr encore aussi. si tu veux quelque Et, chose de stable, sans monitoring, tu pas besoin de bouger, t'as pas besoin de te prendre des frais de bridge, tu peux y accéder en 2 clics depuis Binance et tout, c'est vrai que c'est un peu la solution miracle, hein. Je suis en Après, pilote alors, automatique. comment tu te procures les UST à la base? Ce sont Binance, je suppose. ouais, Binance, tu fais un ordre limite, c'est sans Hmm. frais, c'est Sans Hier, douleur. j'étais en train de dîner et un ami me dit, moi, tu sais ce que je fais, j'ai jamais entendu ça. Enfin, je trouvais ça assez génial. Moi, je mets tous mes Ethers et mes Luna en fait sur Encore. Je mint en fait des UST avec. Si j'ai bien, mmh je pense les que empreintes, tu les empruntes? il les emprunte. Il les met à yielder quand il est awake, c'est-à-dire dans la journée avec un ratio plutôt correct. Et à la fin de la journée, pour dormir tranquille, il reprend ses Ethers. Et vu que Mais ça me ça, coûte pas. tu un protocole qui le fait automatiquement. Tu as Nexus, Protocol. Ah ouais? Je connais Ouais, pas. tu fais, Selon tes heures d'activité? c'est Nexus Protocol et en fait, du coup, le taux d'emprunt, il est actualisé parce qu'en fait, ils ont leur propre oracle qui est plus rapide que l'oracle d'Encore. Donc en fait, ça leur permet, sans risque ils empruntent, tu vois, sur le Luna, ils empruntent 65. Alors que manuellement, en fait, tu peux pas emprunter 65 parce que, sinon tu te fais liquider, dès que le prix il fait -10, quoi. D'accord. Ok, ok. Et En fait, ouais. oui, pour se reposer en paix, en fait, et pour ne pas avoir à l'esprit, voilà, pour pas se dire je suis exposé à l'UST, il reprend en fait position sur les actifs initiaux et uniquement de la journée, il prend l'UST, il yield avec, et quand il va dormir, il repasse sur le. C'est Ouais, ouais. original. Waouh. Ok. Donc, est-ce que tu nous ferais un petit point encore, par exemple? Donc, encore, c'est une DApp sur Luna, donc qui permet de farmer des stablecoins et qui offre un taux, enfin, c'est moi qui me permets de 19,5% en ce moment et de façon pérenne, sans qu'on ait à toucher. Donc, si on dépose directement des UST, qui est le stablecoin de Luna, sur la DApp encore, ça crache du 19,5% avéré. Donc, c'est-à-dire que vous avez pu le constater, messieurs, tu as pu le constater toi-même. Est-ce que tu as vu des disparités entre ce que tu reçois et ce qui est affiché, ce qui est un des grands sports de la défi? Non, non, c'est 19,5. Ça fait plus d'1 an que ça tourne. C'est, Toi, tu y es Tout va depuis bien. combien de temps dessus? non, bah, après, à l'époque, en fait, comme c'est «bloqué» entre guillemets à 20, c'est-à-dire que dans les périodes bulles où tu peux faire, 30, Chaude? 40, 50, bah, tu pas envie d'être sur Encore. Mais, en ce moment, forcément, dès que j'ai un peu de stablecoin qui traîne, puis en fait, c'est surtout la simplicité, quoi. Tu achètes l'UST sur Binance, tu l'envoies en une transaction, c'est fait. C'est vraiment en 3 étapes, hein. C'est achat d'UST, retrait d'UST, dépôt d'UST et tu C'est commences à magnifique, yield. hein. Il y a, Et Ouais. il y c'est a presque- beau, hein, il y a un premium même à cause de ça d'ailleurs sur Ah oui, bah l'UST. oui. sur l'UST. Oui. Parce qu'en fait, je crois que tu as une limite d'UST qu'ils peuvent créer. Donc du coup, ils peuvent pas arbitrer, pour refaire descendre le prix de l'UST à 1 tous les jours, quoi. Donc du coup, tu as un premium Bon, de alors, 0,3. Bon après, c'est une semaine de rendement le premium, hein, donc c'est pas grand-chose. a- Et si tu sors au bon moment, tu le récupères à la sortie. Enfin, si tu sors. do- donc tout ça, ça nous permet d'avoir du 20% sur un actif stable. Est-ce qu'il de l'UST? Donc il y a plusieurs questions. C'est est-ce que l'UST est un actif stable de qualité? Est-ce que ça va durer? Est-ce que encore est un protocole de qualité? D'où proviennent les rendements? Je veux dire, alors moi, il y a des gens qui me disaient que ça s'apparente pas à un Ponzi, ce genre de questions. Donc on va commencer par la première. Que penses-tu de l'UST?
En fait, à court terme, tant que les 20% ils tiennent, et en fait, je pense que ce qu'il faut regarder, c'est vraiment le paiement des 20%. En fait, tant que tout le monde a besoin d'UST, tant qu'il n'y a pas de panique générale et tout le monde veut rester dans sa position, en fait, tu n'as aucun risque, à mon avis. Enfin, tu Oui, n'as bon, pas mais aucun ça, mais risque, mais d'accord, mais par attends. rapport au. Merci. Ce que tu me dis, merci, non, mais parce que ce que tu me dis là, c'est que tant qu'il n'y a pas de risque, il n'y en a aucun, en fait. C'est tant que tout va bien, il n'y a pas de risque. C'est ça que tu me dis. Non, mais en fait, tant que ça paye 20%, tu vas pas avoir une fuite de capitaux rapide de plusieurs milliards qui pourrait créer des problèmes. Un instant. Au Mais final. comment tu sais que ça paye plus 20%? C'est-à-dire que tu te Bah, lèves un matin, tu regardes encore et tu vas marquer 10%. Et là, tu fais quoi? Tu fais comme tout le monde, tu paniques ou il y a moyen d'anticiper un peu? non, non, c'est parce qu'au final, tu as quand même plusieurs mécanismes qui vont générer ces 20%. Donc, bon, il y a le collatéral qui est productif où les récompenses de staking sont vendues. Il y a des UST qui sont empruntés, donc il y a des taux d'intérêt, etc. Mais en fait, ce qui va faire la moitié, grosso modo, parce que suivant les calculs, le mécanisme encore sans cette réserve, ça paye à autour entre 8 et 12%, suivant les calculs, suivant les moments. Mais ce qui va en Ben ça, fait franchement, compléter. Ouais. Ça, franchement, on peut se permettre d'en douter parce que si tu regardes, en fait, on voit les deux sur l'écran partagé par Samy, on voit les deux courbes. On voit la courbe verte qui est la courbe des dépôts et la courbe noire qui est la courbe des emprunts. Et normalement, dans un monde normal, en fait, ce sont les emprunteurs qui payent les déposants, tout simplement, à un taux qui est défini par le marché. Là, le problème, c'est que le taux, il est fixe. Et donc, évidemment, comme il est très généreux, on voit que le capital est abondant, les dépôts sont abondants et les gens qui empruntent, ils sont pas très nombreux. Donc, en fait, les gens qui empruntent, déjà, je sais pas à quel prix ils empruntent. À Mais en quel fait, prix ils on empruntent emprunte? comme tu as un liquidity mining en token ANC. Si Samy va dans l'onglet Borrow, je crois que c'est genre un emprunt gratos, Alors, j'ai grosso juste peur modo. d'afficher des données exotiques. Mmh. Les autres Ça onglets, je mettrait. ne comprends pas. Je vais créer un autre compte. Je vais me déconnecter de. Oui, là, les screenshots, ça part vite, hein. Tu sais, Attends, je vais regarder vite fait, sinon ça, sur mon ça, PC. c'est du miel. C'est du miel, ça. C'est bon, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Là, pour emprunter, tu payes 1,3% net. Donc, Parce qu'en fait, donc tu tu payes. payes 11%, mais tu reçois 10% en token ANC, grosso modo. Donc en Oui, bon, net, mais tu ça, payes d'accord. 1%. Mais d'ailleurs, sur encore, Ouais. ton rendement, il est payé en quoi? Alors, Quand tu si déposes tu des UST. déposes des UST, tu es payé 100% en UST. Par contre, si tu Donc, empruntes, en fait, tu vas payer 11% d'intérêt en UST et tu vas collecter 10% en token ANC. oui, bon, C'est mais pour ça, l'emprunteur. Mais pour le déposant, c'est 100% UST. Tu déposes UST, tu reçois UST à tous les blocs, etc. Tout ça, c'est vraiment ouais, mais bon, simple. quand tu commences à payer tes intérêts en UST et à être remboursé une partie en encore, ça, c'est personne ne garantit la valeur de l'encore. Ouais, D'ailleurs, ouais. D'ailleurs, il a pas c'est. mal bougé. Mm, mm. Ok, donc tu as une partie qui vient des déposants, mais moi je trouve que le différentiel en fait entre les déposants et les emprunteurs, il est grand, il ne fait que s'accroître, et donc on pourrait Exactement. penser que la réserve ne va se vider qu'à un rythme de plus en plus important. Donc moi j'ai deux questions simples. Où observe-t-on cette réserve et son montant et le rythme à laquelle elles font? Parce qu'il Ah y a ben, eu alors, des, il y a eu des. t'as un site qui est super bien. Attends, si je te le mets dans le chat du stream, tu vas pouvoir l'ouvrir. Ici. Si tu peux l'afficher à l'écran, Samy. Qu'est-ce que J'ai tu veux que je fasse quoi? j'ai mis sur StreamYard. Je le vois pas. Comment c'est pour ça que Chat que privé, chat privé. Ah, chat Ah, ok. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on va découvrir? Et du coup, ça, c'est la Oh, réserve. Tu vois. Ça va. on est à. Elle est à Là, en fait, combien? au début, elle perdait 2 millions par jour. Maintenant, elle perd plutôt vers les 3 Oh. millions par jour. Et, et probablement d'ici quelques semaines, elle perdra plutôt vers les 4 millions par jour. Donc, Alors, déjà, c'est attends. Déjà, il y a quelque chose de beau à observer, c'est qu'il y a c'est eu le un petit bail-out. dépôt. Il y a eu un dépôt, non? Déjà, j'ai l'impression qu'on est passé de pas grand-chose à 500 millions. C'est l'argent de la mère de Kyle, ça. Ça va donc là, Samy, tu fais référence à un tweet qu'il y a eu entre le CEO de Luna et Kyle Samani.
Ouais, non, je pense que, je pense que ouais, c'était le 16 février, justement, ils avaient ajouté 450 millions de dollars pour subventionner, en fait, le yield. 500. C'était Non, non, 450. non. Mais Ok. je sais pas pourquoi ça fait 22, c'est bizarre. Bon, ça, ouais. J'ai l'impression qu'en fait, Anchor, qui est le protocole principal sur Terramoney en termes de capitaux verrouillés, d'utilisation, c'est juste une stratégie d'acquisition utilisateur. C'est un programme de liquidity mining. Comme les autres fondations ont distribué du token Polygon, les autres fondations ont distribué du token AVAX. Là, c'est juste en fait du token Luna qui a été burn en UST et qui est distribué à la communauté pour faire parler d'eux, pour faire venir des gens. Ah, Moi, ouais. c'est un Mais petit moi, peu ma je trouve ça vision, en fait. C'est le programme de liquidity mining et en tant que farmer humble, on en profite, quoi. Moi, je le sens, mais je le vois venir d'Okwon. J'ai l'impression que ça. Il y a un agenda derrière, il est super bien backé, etc. Il achète du Bitcoin pour garantir en fait le peg de l'UST en cas de fort mouvement de marché. J'ai l'impression que l'UST, ça va devenir le premier stablecoin qui est backé essentiellement par du. Ça va devenir un instrument totalement nouveau et décorrélé en fait à terme. Ça va être le stablecoin backé par du Bitcoin, ouais. ça, c'est Ouais. beau. Mais après, pour en revenir sur encore, en fait, c'est une stratégie d'acquisition client. Enfin, je veux dire, c'est une stratégie d'adoption avec voilà, un budget. Pour moi, ça me choque pas parce qu'on me disait, tu vois, mais ça ressemble pas à du Ponzi. Ben, moi, ça ressemble plus à une campagne promotionnelle. Ce qu'on va retrouver, en fait, dans. Euh, et tu vois, et là, il parle de 300 millions. Et déjà, il s'est trompé, c'était 450. Tu vois. Et donc, mais si on regarde, les banques, par exemple, elles distribuent bien à tous les étudiants, il y a des dépôts, enfin, je veux dire, des stratégies d'acquisition avec un budget derrière, il y en a plein, hein. C'est juste que là, le budget, quand même, 500 millions, c'est un beau budget et c'est transparent et c'est bon. Ouais. Donc, mais en tout cas, toi, tu trembles pas, tu stables donc les stablecoins, tu passes par l'UST, tu es là-dessus et en fait, voilà. Et au rythme, et jusqu'à quand ça tiendra, selon ce graphique-là que tu avais montré, c'était combien de temps à peu près? Bah là, ça perd 3 millions par jour, il reste 400 millions, donc Plus de 100 ça jours, un fait peu plus, 120 130 jours. jours, un truc comme ça fait 4 Ou mois. En ça va sachant que moi, baisser. personnellement, je sens les turbulences quand même au moment où ça va, ça va se rapprocher de zéro. Donc personnellement, Eh ben, dans- attends, c'est pas, dans- est-ce que c'est vrai ça? Parce que ça s'est déjà rapproché de zéro. bah ouais. Et puis il y a eu des turbulences. Après, en plus, ça a été accentué avec les histoires de mimes et tout. En plus, comme tu as une grosse pool mime UST, ça a un petit peu foutu la merde sur Curve et tout. Ouais, Mais mais qu'est-ce qui. forcément, ça va créer de la turbulence. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quasiment tout l'écosystème, il est basé sur ce yield encore. Parce que tu regardes Mirror, en fait, tous les assets sur Mirror, ils sont mint avec du collatéral qui est de la UST. Mhm. Et si tu regardes un petit peu tous les protocoles de Terra, ils s'appuient directement ou indirectement sur ce yield encore. Et du coup, ça peut, entre guillemets, un peu foutre la merde, créer de la volatilité. Et voilà, moi personnellement, de toute façon, ça coûte rien de sortir un mois et puis quitte à rentrer. Moi personnellement, c'est ce que j'ai fait quand j'ai vu la réserve tomber. Je me suis dit, Mais autant du coup, sortir et re-rentrer plutôt que de rester dedans au cas où, quoi. Enfin, c'est ma ouais. petite assurance. Mais Quelle du est, coup, beaucoup de quelle est gens. ta stratégie pardon, Benoît, tu voulais dire quelque Non, 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 chose? non, mais. Oh, non, mais je disais que beaucoup de gens allaient faire ça et donc du coup, quelque part, le marché aussi l'anticipe, ce qui fait que ça lisse les turbulences. Mais Ouais. Et du coup, en fait, la vraie turbulence, c'est les personnes qui l'anticipent. ouais, mais du coup, ils participent à la diminuer finalement. Ouais, il Je la veux dire. dilue dans le temps, on va dire. Ouais. Mm. Euh, non, c'est intéressant. Ça s'annonce vraiment intéressant. J'ai oublié ce que je voulais dire sur cette fameuse réserve. Mais il y a pas des taux d'intérêt dynamiques qui sont à l'étude ou des choses comme ça pour justement. Ah bah Non, oui, ça, de toute ça a façon, mal c'est fini, pas ça. Ça s'est mal sustainable sur le long terminé. terme. C'est Tout le Ah monde a... mince, Non, ça c'est mal fini. tout le monde a voté non.
Ah, j'aime Voilà. bien. Alors, attends, alors parce que ce qui est beau dans les cryptos, c'est qu'il y a beaucoup de théories économiques qui se mettent en place. Donc, en général, c'est la théorie des jeux, donc c'est les dilemmes des prisonniers, etc. Et là, j'ai l'impression qu'on va assister à une tragédie des communs. C'est-à-dire que, hey, les mecs, on arrête de manger du thon rouge ou on continue? Et là, bon, là, tout le monde vote pour manger du thon rouge. Ok, les mecs, ben, il n'y en a plus, tu vois. Ça sent l'île de Pâques. Il y a une petite odeur d'île de Pâques et, et de, et de bateau scié et on reste sur l'île maintenant. Bah, Donc, on va personnellement, je voir. pense que c'est un petit peu pour ça qu'ils commencent à faire de l'acquisition de Bitcoin, quoi, pour avoir un petit peu un bien tangible quand même derrière tout ça, quoi. Parce que sinon, au Eh final, ben, c'est un stablecoin qui est ouais, backé par un token, quoi. C'est pas. ouais, mais alors ça c'est quoi? Ça, parce qu'il y a, attends, pour moi, il y a deux problèmes quand même. Il y a le problème du stablecoin de l'UST et il y a le problème d'Encore. En fait, en quoi, je veux dire, si les taux cessent d'être à 20%, on passe à 10% ou 5%, tu vois, en quoi ça change quelque chose au PEG de l'UST? Non, en fait, le danger, en fait, c'est que si, à mon avis, hein, si le rendement passe à 5% du jour au lendemain, donc déjà, je pense qu'ils feront jamais ça, ils le feront descendre au fur et à mesure, mais c'est que tu as une grosse Mhm, fuite de capital. Et en fait, ce qui back l'UST, c'est le carnet d'ordre du Luna. Donc, quand l'UST, il y avait 1 milliard d'UST, tu peux te dire, ouais, il peut y avoir un carnet d'ordre d'1 milliard de dollars sur le Luna. Et là, aujourd'hui, tu as 15 milliards d'UST en circulation. Donc, ça fait vraiment une sacrée somme si jamais tout le monde veut sortir en même temps. Après, ça, c'est vraiment le cas, le Mais Black Swan Event. Voilà. Mais il y a quand même un burn. Normalement, enfin, alors je maîtrise pas exactement le système d'ajustement à la hausse ou à la baisse, mais normalement, enfin, le PEG, il est censé encaisser. On l'a vu, l'UST, par exemple, il existait pendant le crash de mai 2021. Et, Oui, il a et été Luna, dépeg. oh, pas énorme, à 6% Ouais, pas pendant 0,95. longtemps. 0,95. Voilà, C'était bon. ouais, tu vois. Et pas pendant longtemps. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il a, franchement, à 24-48 heures, c'était repeg, hein. Donc, le système, en fait, les mécanismes d'ajustement sur un décrochage massif de Luna ont fonctionné en mai. Alors après, je ne sais pas si ça va. Et moi, je ne veux pas dire, les mecs, que ça va forcément bien se finir, hein, s'il faut qu'il va y avoir un gros drama. Mais si on regarde les précédents sur Luna, il y a eu, par exemple, en mai 2021, un décrochage du Luna. Il faut le regarder. Si Samy, tu aurais une courbe des cours du Luna, vous allez voir que ça swing, hein. Franchement, dans les, dans Mais en les, fait, la dans les grosse cryptos, différence entre aujourd'hui et c'est la taille du marché. c'est la capitalisation de l'UST, quoi. C'est qu'à l'époque, enfin aujourd'hui, enfin en Ouais, mais elle est corrélée à celle quelques de heures, Luna. quelques. Elle est Il a fait corrélée, elle est toujours corrélée à il a celle. fait un petit wormhole, là, en fait. Un En fait, ce qu'il petit. faudrait savoir, c'était il y avait combien d'UST en circulation au moment du crack, tu vois. Ça serait Mais, une bonne info. mais ce que, Peut-être ce si que je tu veux mets en dire, c'est market que cap. ce que je veux dire, c'est que la taille de la market cap de l'UST a forcément progressé de façon Mon sans Dieu. doute similaire à celle de Luna, non? Non, mais Ouais. regarde, par exemple, en fait, là, le crack de mai, il y a quoi? Il y a peut-être 300 millions d'UST qui sont sortis instantanément. Parce que tu vois, la market cap, grosso modo, elle est passée de 2 milliards à 1,7 milliard. Le problème, c'est que demain, imaginons le rendement sur encore, il passe à 5%. Tu as peut-être 5 milliards d'UST qui vont vouloir sortir en même temps. Donc, Mm, mm, mm. c'est pas la même donnée, en fait, si tu as Mais il 300 y a millions Jump. Mais le d'UST. marché, mais si on Il y a regarde, si Jump. on le regarde le marché de Luna, il n'est pas le même non plus. Ouais, mais en fait la capitalisation du Luna, je suis pas sûr que ça va forcément dire quelque chose, parce qu'en fait, il suffit juste que demain, personne veuille acheter du Luna et la capitalisation, elle va diminuer. Parce Ouais. qu'en fait, Ok. si tout le monde veut sortir du ST, forcément, avec le mécanisme de burn, tu sais que le prix du Luna, il va se faire dump, donc tu n'as pas envie d'acheter du Luna. Enfin, tu vois, tu peux avoir comme ça des cercles vicieux pas très cool, un petit peu comme ce qui s'est passé avec le Titan, quoi. C'est un petit peu ce Iron qui s'est Bank. passé avec Ah Alors, oui. Ouais, 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 ça c'est mais vrai. de toute façon, messieurs, je crois qu'il y a des gens qui ont des avis divergents sur cette problématique précise. Et il y a des paris, non, en ce moment sur Twitter. Alors, il y Samy, a je sais des que tu n'en paris avais s'envoient pas. des 10 millions. Ah! Mais parce que c'est vrai qu'à un moment donné, ça sert à rien de discuter stérilement, je veux dire, sur un sujet sur lequel on n'est pas d'accord. Tu vois? Et ça, c'est l'équivalent du combat singulier, tu sais, du temps des chevaliers et des rois mages. Tu vois? Où quand il y avait un affront, on le réglait au fleuret et c'était jusqu'à la mort du participant. Là, c'est pas mal, tu vois? Je veux dire, ça fait.
Ouais, ça fait quelques vagues. Alors après, pour se conforter dans l'idée d'apporter des fonds sur Anchor Protocol, ce qui est vraiment euh, une expérience douce, un peu trop confortable, un peu trop agréable, on peut se dire, oui, mais il y a les plus gros fonds de l'écosystème qui ont décidé voilà, de s'impliquer dans la dernière levée de fonds de Terraform Labs. On parle d'une levée de 1 milliard de dollars, juste ça, afin de se composer une réserve en Bitcoin, afin de garantir en fait la valeur de cet instrument. Et bon, si on se dit, bon, il y a Jump derrière, il y a 3AC, il y a Hashed, c'est bon, hein, c'est CFU. Ils ont étudié la substance, la nature, le produit sur le plan économique, ils ont fait ça dans tous les sens. C'est CFU, ça va marcher. Bon, c'est pas un gage en fait, c'est pas une garantie ultime de la sécurité en fait du produit, mais c'est quelque chose qui peut éventuellement, Mmh. voilà. Surtout qu'ils sont vestés en plus, parce qu'ils sont entrés en site sur plein de projets, ils sont vestés, donc ils ont aucun en fait, j'ai l'impression que, tu sais, c'est un petit peu comme le hack de Solana, là, où les mecs, ils ont payé les 300 Ethereum millions. parce que Non, mais il y a ouais, Jump. Il y a Jump, c'est bon. Donc, il y a Jump. Donc, vous inquiétez pas, les gars. Si on a un trou de 2 milliards à la Wirecard ou autre, il y aura toujours Jump pour avoir un petit. Ils ont un fonds de poche de 300 millions et ils vont replenish. Vous inquiétez pas. Ils le feront pour la communauté. Parce que Jump, Mais Jump, Jump, à un moment donné, je pense que les cryptos, ça va les broc. Hein. Je veux dire, à force c'est lui qui vous sauvera, les gars. mais franchement, il est puissant. Je pense il a vieilli 10 ans pendant les 2 jours là, de Wormhole Hack. Est-ce que tu reviendrais sur ce petit trauma, Samy, en quelques mots, sur la référence tu fais référence au hack du bridge entre Solana et je sais plus, peut-être même Luna. Il y avait Luna, parce que Wormhole, en général, il y a qui dedans dans le Ah, il y a bridge? Luna, il y avait plein, il y avait Il y a- Ethereum, il y avait Luna. Mais alors, en fait, c'est les Ethers qui ont été siphonnés, si je ne me trompe pas, et d'autres jetons. En fait, ce qui s'est passé, pourquoi on parle de cet homme-là en particulier? Jump Crypto, c'est une société de trading haute fréquence, TradFi à Chicago, qui existe depuis une trentaine d'années, si je ne me trompe pas, qui s'intéresse à la crypto depuis un moment. Et en fait, vu que leur spécialité, bah, c'est la liquidité et qu'ils sont déjà assis en fait sur un trésor de guerre à faire rougir le diable, bah, ils sont rentrés dans cet écosystème avec une fortune déjà estimée à plusieurs milliards de dollars. Aujourd'hui, on parle même de plusieurs dizaines de milliards de dollars, plus de 20 Ah milliards de ouais, dollars. oh. Ouais, ouais. Donc, ils ont la poche très profonde. Et donc, quand ils sont arrivés dans cet écosystème, ils ont racheté directement en fait des staking providers et des boîtes de recherche, dont une qui s'appelle Certus One. Certus One est le contributeur principal, le concepteur du projet Wormhole, ainsi qu'une société qui fait du staking. Et ils sont affiliés, ils appartiennent en fait à Jump Crypto. Forcément, Jump Crypto, voyant son enfant en difficulté, Et donc, ah oui, bah, et qu'est-ce ils ont qu'a fait Certus One? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avec le bridge, Samy? Donc, quelle était la proposition de valeur? C'était de faire transiter des Ethers d'une chaîne, des Ethers et d'autres assets, d'une chaîne à une autre. Donc, d'Ethereum à Luna, à Solana. Et il y a eu sur le chemin, dans la transition, il y a eu un petit problème, non? Ah bah oui, non, en fait, il y a eu un exploit, une fonction, je sais pas quoi, en fait, Wormhole est une app qui est très certainement vraiment, enfin, bien codée, mais une simple faute de rigueur, en fait, sur un smart contract ou un système qui est déployé sur de multiples chaînes, un peu complexe, peut parfois compromettre l'intégralité des fonds qui sont sécurisés sur le truc. Et ce qui s'est passé, c'est que pas de chance, manque de bol. Certus One, qui sont pourtant des développeurs de très bonne qualité, ont été victimes peut-être d'un manque de rigueur, voilà, une petite porte dérobée pour compromettre en fait l'intégralité des fonds de leur architecture cross-chain, de leur bridge, pardon. Et puis Et ça ils a ont perdu permis quoi? à l'attaquant de siphonner toute la liquidité. J'ai pas le breakdown en tête du hack, je l'avais lu à l'époque, donc je ah, veux c'est pas dire 120 de 000 Ethers, non? Ouais, non, alors 300 millions, mais ce qui s'est passé, comment il a fait l'attaque en fait, Ah, ça je l'ai plus en tête, mais en tout cas, pour pas, en fait, si il manque 300 millions, non, si ce bridge tombe, ça sonne le glas pour Solana ou du moins la DeFi. C'est une catastrophe en fait, c'est une catastrophe. Donc, si c'était pas Jump, je pense même que Alameda se serait levé avec d'autres pour arrêter en fait, pour arrêter le massacre. Même Solana Fondation, il fallait absolument que les,
les fonds soient replénis. Sinon, le trou. Mais les conséquences, mais en fait, c'est un risque systémique. C'est dans les banques, c'est un risque systémique. C'est-à-dire que quand tu as une brique qui tombe, ben, le problème, c'est qu'ils sont tous imbriqués les uns les autres et tu fais tomber tout l'écosystème. Et là, en l'occurrence, en fait, tu faisais tomber tous les Ethers qui étaient sur des protocoles défis de Solana. Et donc, Là, en c'est la fait, marinade. Hein. t'avais énormément de protocoles, tu vois, qui font du lending, qui font des tas de trucs savants, en se basant sur un collatéral qui, pouf, n'existe plus. Le collatéral a disparu parce que en fait, c'est pas des éthers qui circulaient sur Solana, c'est des représentations synthétiques, enfin mystiques de ces éthers qui ont été synthétisés dans ce fameux wormhole et ce wormhole a fuité. Et donc, il y a eu un trou de 300 millions, mais ce monsieur, qui quand même, faut le saluer, a préféré il a pris la perte pour lui. Et ça, c'est beau quand quelqu'un a essuyé une perte de 300 millions pour permettre. Donc, voilà, tous ceux qui il sera sur la chaîne, il sera sur la chaîne cette année, hein, avant le juin. Vous l'aurez sur la chaîne en exclu, c'est sur la roadmap. Ne vous inquiétez pas. Samy, ne commence pas par lui dire bonjour, dis-lui directement merci. Merci, bro. D'ailleurs, j'ai vu que tu étais derrière Luna. Si tu as un. C'est ça que j'ai mis. Si tu pouvais assurer avec un corps. Si tu avais un petit peu à mettre dans la réserve au cas où. Vous voulez connaître l'histoire de ce monsieur? Il était interne, stagiaire chez Jump, à 21 ans, 22 ans, 22 ans, 23 ans. Et en fait, ils l'ont appointé président à 25 ans d'une structure qui est gigantesque. Il est président de Jump. Samy, ne me dis pas qu'il a 25 ans. Ne me dis pas qu'il a 25 ans. Si. Ce monsieur a 25 ans? Oui. Oui. Eh bien, dis donc, j'en aurais donné. Je pense qu'effectivement, le hack lui a fait du mal parce que j'en donne 15 à 20 de plus. Regardez, 25-year-old former intern as crypto unit head. Voilà. Écoute, il faut s'en méfier de toute façon. Ces jeunes qui paraissent vieux, moi je vous le dis, j'ai remarqué ça. C'est les plus redoutables. Mais non, mais c'est un compliment quelque part. C'est inspirant quand même. Tu peux en fait commencer à être intern et finalement être ça. Écoute, voilà. C'est le tweet que j'ai lu ce matin. Bizarre to see Luna critics point out UST DPEG risk like it's some new insight that no one but them has considered. You really think us, Delphi, Jump, FreeAC, Free Arrows Capital, Hashed Official, le plus gros fonds coréen, etc., haven't felt about this before putting in millions of dollars of our own money? Et après, il se prend des remarques en mode oui, Lehman Brothers, la Deutsche Bank, etc., les CDS, etc., c'était la même. Hein. Je pense qu'il y a certains inputs qui sont intéressants et ça a donné un petit débat bien toxique comme on les aime sur Twitter. Un peu Cambridge versus la base. avec des trucs comme ça. Hein. C'est ce qu'on snack en se levant sur Twitter. C'était à 7h du mat'. Bon, écoute, franchement, très belle intro, Samy. C'est-à-dire que tu as posé en intro la question qu'il fallait. Et Crypto Farmer, toi, tu es là et voilà, et tu as donné tes outils pour monitorer finalement la réserve. Je veux dire, là, pour l'instant, il y a 300 millions à prendre. Moi, j'ai retenu, il y a 400 millions à prendre. 425, ouais, exactement. Alors, voilà, il y a du thon rouge. faut y aller. On se barre à quelle heure pardon, à quel niveau de subvention on se barre, CF? À 100 millions? À 150? C'est quoi la stratégie de sortie? Alors moi, je pense que ma stratégie personnelle, ça va être environ à J-30. Parce qu'en fait, probablement à J-30, va encore y avoir le premium sur l'UST. Mais probablement, ce premium sur l'UST va descendre au fur et à mesure que la réserve se rapproche de zéro. Donc au final, ça sera plus rentable de revendre tes UST quand il y a encore le premium, quand ça sera encore en phase de grosse expansion, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est bon, tu vas gratter un pourcentage de plus sur le premium. Non seulement, alors ce que j'observe, c'est non seulement tu viens gratter ce rendement éphémère à 20%, et en plus tu te barres en prenant un petit pourcentage supplémentaire. Non, après je pense que, voilà, comme on l'a vu, il y a des gros VC et tout, donc ça m'étonnerait que dans 3 mois ce soit fini, mais je pense gérer le risque, c'est pas idiot, quoi. Je pense que
Terraform Labs, en fait, pendant leur croissance de A à Z, je pense que les fondations le font, dans des situations où le marché est il y a beaucoup de liquidités, il y a des gros volumes qui sont enregistrés, etc. Je pense qu'elles dégagent une partie de leur trésor de guerre pour se faire des réserves d'autres assets, typiquement Bitcoin ou même de l'USDC, etc. Je pense peut-être que Terraform Labs a pu éventuellement se parer. Ils doivent peut-être avoir plus d'1 milliard pas d'UST, hein, 1 milliard de dollars worth of de vrais stablecoins backés par des obligations, enfin des vrais titres, ou du Bitcoin, de l'Ethereum, etc. Voire même 2 milliards, on n'en sait rien. Et peut-être qu'ils prévoient de rajouter 400 millions à J-30 ou 500 millions de nouveaux. Et peut-être que ça va durer 1 ou 2 ans en attendant peut-être une situation où le marché est beaucoup plus clé. Je ne sais pas, peut-être qu'ils ont un agenda particulier, ils vont laisser ça tourner pendant 2-3 ans. Ouais. De toute façon, ça va se finir tôt ou tard. Mais je pense qu'ils ont anticipé ce coup. Et je ne vois pas Do Kwon, en fait, aussi confiant qu'il est. Et je ne vois pas un événement aussi évident se produire. Genre, à 4 mois, bank run, c'est la fin. Après avoir fait tant de coups. Je pense qu'il va nous... C'est comme le short Solana. En fait... Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Disons que les événements évidents et que tout le monde a vu, en général, ont été souvent anticipés d'une façon qui est beaucoup moins évidente que celle. Si c'est trop facile, voilà, faut se poser des questions. Mais il y a quelqu'un qui a fait une remarque très intéressante dans le chat, tu vois, où tu dis qu'ils sont en train de se hedger en accumulant des assets externes à la blockchain Luna, donc typiquement des bitcoins, et il dit comme EOS. Et c'est vrai que EOS, Block One, est une des entreprises qui possède le plus, en fait, je sais pas combien de bitcoins ils possèdent, mais c'est des sommes faramineuses. Et pourtant, c'est pas évident de voir l'utilité de cette réserve en bitcoin pour les détenteurs de EOS. C'est-à-dire que ça n'a pas empêché les détenteurs de EOS de ne pas avoir de rendement, voilà, tu vois. Alors que, évidemment, ils pourraient faire profiter la communauté de leurs réserves, mais j'ai pas l'impression que ce soit la mentalité de cette entreprise. Voilà, Block One is more explicitly about driving value to its stash of 140,000 BTC, 140 000 bitcoins. C'est quand même notable. Je sais plus combien il a, Michael Saylor, mais je suis pas sûr qu'il ait autant. Ouais. Quelques bitcoins, voilà, des bitcoins, ça va, ça fait 5 milliards, 6 milliards, et ils ont autre chose, hein. Bon, ils ont des OS, mais ça voilà. Oui, ouais. Et en fait, ce qui est génial, c'est que quand tu as des réserves qui se comptent voilà, sur 10 chiffres ou 11 chiffres, tu peux maintenir ton token sous perfusion à vie parce que tu mets 1 milliard, tu le fais yielder, tu fais 100 millions par an ou je sais pas, allez, tu mets 2 milliards, tu fais 200 millions par an et en fait, tu le market make, ton token, et surtout, tu injectes des 1 million par jour ou peut-être voilà, 2 millions par jour. Ouais. Et tu buy back, c'est-à-dire que EOS, ils devraient déposer en collatéral leur bitcoin dans un protocole de DeFi, en vendre une partie en UST et racheter le rendement produit pour buy back des EOS. Mais enfin bon, je ne sais pas s'ils font ça. Écoute, moi ça m'a fait énormément marrer ces trucs-là. Après, l'autre question, c'est donc là on a fait le tour du farming de stablecoin. Est-ce que, hormis les stablecoins, quels sont tes coins préférés et comment tu les farmes? Il aime bien Tomb et ce swap quand j'ai regardé un peu. All-in Tomb. Non. Non, bah, personnellement, je me suis beaucoup recentré sur des gros coins. Hein. Je me suis beaucoup recentré sur Ethereum et tout, parce que tout prend trop cher. Hein. Tous les tokens. En fait, quand tu n'as pas d'argent qui rentre, forcément, tous les tokens super inflationnistes, ils sont démontés, oui. quoi, parce qu'ils se farment, ils se font dumper. Et même s'ils génèrent un yield, le rendement, en fait, c'est même pas du yield, en fait, c'est juste l'inflation que tu collectes, elle est inférieure à l'inflation totale. Donc, au final, le prix du token, il se fait littéralement défoncer. Donc, je me suis beaucoup regroupé sur Ethereum et quelques blue chips, on va dire. Alors, parle-nous des blue chips, s'il te plaît, les chips un peu là. Alors, moi, il y en a un, je vais le présenter la semaine prochaine en vidéo. J'aime beaucoup et je crois que Benoît l'aime beaucoup aussi. C'est Alpaca. Putain, ça commence. C'est mon Vietnam, Alpaca. Alors, mais pas Alpaca à $2 d'il y a 6 mois. Alpaca aujourd'hui qui est déflationniste. Oui. Oui, oui, je sais. C'est-à-dire qu'ils en burnent plus qu'ils en émettent. Mais écoute, moi, ça fait la grosse merde. Je me suis fait rincer 3 fois à cause de Benoît. 3 fois. Je me suis rincé à 60 centimes, à $2, à $4. Non.
Et tu as raison, Crypto Farmer. Je dirais Saviste, Alors, je mais te remercie pour ton courage. Mais je moi, pense j'ai qu'il y a craqué, un hein. moment pour rentrer sur ce token, c'est en ce moment. Vraiment. Ah, C'est et pas un ça, c'est conseil le d'investissement, call de attention, hein. Crypto Farmer. C'est juste un Écoute, partage de moi, mon portefeuille, hein. mais moi, donc, parce que ma question, en fait, on me reproche de faire des questions trop longues. C'était quels étaient tes tokens, c'est la première, et quels sont tes tokens les plus sales? Est-ce que tu as des tokens, est-ce que tu as des tokens underground? Alpaca, ça en fait partie quand même. On est dans l'underground là. Ouais, bah ouais, parce que c'est C'est une un toute blue chip, petite c'est un market blue cap, chip. hein. Comment? C'est une toute petite market cap, tu vois, c'est Ah 61 ben, millions. Et la il a, liquidité on-chain, il a il suffit été que tu aies un plus mec haut, hein. qui buy 504 ce token et puis il fait un multiple, hein. Eh C'est, ben ouais, c'est- mais tu sais, alors bon, je me suis fait saigner sur Alpaca. Récemment, je me suis fait saigner sur Bifi. Bah, Et je c'est vrai que comprends pas, Bifi, il tu vois. avait ultra pump, il avait fait fois 2,5 contre le BTC. Donc moi, personnellement, j'ai pris des profits quasiment au top. Mais- Donc j'ai ah bien géré bah, ça. bravo. Mais ouais, forcément, bah, les tokens, hein, ça monte, ça descend. Parce qu'en fait, si tu Mais as une bonne analyse fondamentale sur le prix du token à un instant T, du coup, c'est bien. Tu te dis, il va prendre de la valeur. Mais une fois qu'il a fait x3 versus le BTC, bah forcément, si tu refais en fait la oui, même analyse, tu dis, ah bah non, là, il est surévalué. Donc au final, tu as envie de le vendre et puis après, il redescend. Et puis forcément, c'est la crypto, hein. Tu vas avoir des excès haussiers et tu vas avoir des excès baissiers. Et c'est pour ça que voilà, même en fait, un blue chip DeFi, un projet dans lequel tu crois sur le long terme, enfin, sur le long terme, sur plusieurs mois, bah, en fait, ça tombe dans 2 semaines, il faut le revendre parce qu'il y a un excès haussier, quoi, par rapport, on va dire, à la valeur entre guillemets fondamentale, quoi. et tu nous ferais la proposition de valeur de Alpaca, justement, donc tu Ah, voulais en parler en quelques mots? écoute, est-ce que tu veux que peut-être je partage mon écran? Bien sûr. Parce que j'avais fait des petits schémas sympas pour la vidéo qui sortira la semaine Tu, prochaine. tu devrais être granté par Alpaca. Tu es en contact avec. Ouais, non, mais à chaque fois que j'achète un token, j'achète le token et après je vais parler à la team. Du coup, c'est un petit peu plus sain que parce que la team me parle, je parle du projet. Je préfère Clairement. d'abord trouver les projets et ensuite contacter les teams. On est aligné là-dessus. Moi, je prends un truc, je les aide, même si. Mais bon, ils sont un petit peu radins, hein, faut être honnête. C'est peut-être pour ça aussi qu'il va bien pump le token parce qu'ils sont un peu radins. Bref. Du coup, token. Attends. Je suis perdu dans mes. Quand est-ce que. Ah, c'est celle-ci. Et Alors, quand je vais le voir pump Alpaca, je vais être dégoûté, hein. Je veux dire, si tu me fais, si tu me fais pas, j'ai pas tenu hein, toute la descente, hein. non, non, non. Mais après, de toute façon, en fait, le plus intéressant, ça va être de les loquer Oui, pendant un an, en fait. Et il faut le renouveler, le oui, lock. Donc, en fait, c'est des tokens que voilà, tu reverras jamais. En fait, c'est le même courage. système de gouvernance que. Ah, mais c'est récent, ça. Attends, Parce que moi, au bout d'un moment, j'ai plus pu le voir, tu vois. attends, partager, Moi, je te partager. souhaite que ça marche, Crypto Farmer, parce que je serais content pour toi. Benoît, par contre, Mais Alors, je c'est sais les pas géants si. endormis. Alpaca, c'est le géant endormi, tout le monde sait ça. Ok, alors ça, c'est la petite présentation qui sera dans la prochaine vidéo. Du coup, au tu fais final, les j'ai flèches. juste résumé les différentes utilités en fait du token Alpaca. Donc, tu vas voir en haut à gauche tout ce qui est bénéfice du protocole avec les différents frais, etc. Tu vas avoir à droite de l'inflation parce que même s'il a une supply totale, il est encore inflationniste sur un an, donc il y a encore un an de distribution. Tu vas avoir ce système où tu as des petits projets qui vont se greffer à Alpaca et donner de leur supply. Si vous ne connaissez pas, c'est la même chose que les boosts sur Bifi ou c'est la même chose, par exemple, que le meta-banding sur Elrond. Donc, en fait, c'est en tant que personne qui possède du Alpaca, c'est juste tu reçois des tokens en plus, quoi. Ça te fait de l'APY, tu peux dump. Puis après, bon, tu as côté gouvernance. Du coup, si on veut commencer par l'inflation, là, c'est des données hebdomadaires. Elle est autour de 500K tokens, 475, en Excuse-moi. sachant que tu as 72K tokens qui est distribué aux personnes qui stackent de l'alpaca. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment de l'inflation puisque tu la récupères. Donc, en fait, l'inflation, entre guillemets, réelle, elle est de 400 000. Et de l'autre côté, tu as un système de buyback and burn qui rachète chaque semaine, tu vois, grosso modo, entre 400 000 et 1 million de tokens. Donc, ça va dépendre des revenus du protocole. Et du coup, en fait, comme le prix du token est assez bas aujourd'hui, il a 40 centimes, du coup, en fait, le buyback, il est supérieur à l'inflation totale. Même sans parler d'inflation Ouais, réelle, il est eh supérieur à ben, l'inflation totale.
Mais bon, chaque crypto farmer, sache bien que ça fait un moment que c'est déflationniste. Et bien, Ah je oui, ça t'assure fait que malgré, 15 semaines. malgré la déflation, moi je l'ai vu, tu vois, quand il a commencé à devenir déflationniste, je me suis dit, bon, c'est bien, Il tu est vois, droit, il il est burn. droit au screenshot, hein, la belle analyse de Benoît Research. Benoît Research qui nous invite à regarde, tu vois, ça burn plus que ça. Ah ouais, là, c'est bon. Ça y est, là. Là, c'est C'est bon. bug, là, c'est bug. Là, c'est... Non, mais en fait, forcément, comme c'est les revenus du Yeah. protocole sont liés au marché, du coup, le prix, in fine, et le buyback, tout ça, en fait, Ouais. c'est lié au marché. Donc, si le marché se casse la gueule, le prix du token, il se casse la gueule, quoi. Comment tu fais Mais de ces illustrations, la police et tout? C'est vraiment joli. C'est quoi? c'est ultra simple, ça s'appelle Excalibro. C'est gratuit sur Internet. Marc Hop, Taylor en je le mets avait à parlé, je l'écran. crois. Tu fais tes C'est comme trucs. encore, hein, c'est gratuit. Hein. C'est c'est offert. Encore Excalibur. faut-il raconter des choses intéressantes. Et là, c'est le cas. Et du coup, oui, donc ce qui est intéressant par rapport à ce token, c'est que déjà, tu as le côté déflationniste qui, s'il n'y a pas de nouveaux sortants, s'il n'y a pas de nouveaux rentrants, au final, même si toute l'inflation, elle est farm and dump, le protocole met une pression haussière sur le token, parce qu'il en rachète plus que ce qui est dump par l'inflation. En sachant qu'il y a une partie de l'inflation qui est distribuée aux personnes qui ont de l'alpaca. Donc, en général, ils ne dumpent pas. Donc déjà, tu as ce premier point qui en fait déjà un bon token, tu vois. Déjà, un token déflationniste, c'est bien. Et à côté de ça, tu as en fait trois sources de revenus. Donc, tu as les tokens du projet XYZ qui te font 15% APY. Tu as, entre guillemets, la distribution qui te fait 7,5% APY. Et tu as une partie des frais du protocole qui n'est pas justement dans le système de buyback and burn et qui est sous forme de dividende. Et du coup, en tout, ça te fait 30% de rendement. Donc, si tu compares ça avec une entreprise de la Virel, ça fait genre un PE de 3 avec un token déflationniste. Et ça, c'est pour le snapshot aujourd'hui. Mais en plus de ça, ils sont en train de sortir un produit, alors qui devait sortir aujourd'hui, Ah, mais qui va sortir la semaine prochaine. Et ce produit, c'est vraiment insane en fait. Attends, je vais mais j'en suis persuadé en plus, parce que moi, alors, Et les ça fait un moment que NFT, j'ai les pas. NFT en plus, Non, ils mais étaient les NFT, c'est Non, super un mais les cash grab, NFT, ça. Ah si, ça fait des petits frais sur les transferts de NFT. C'est un cash grab. Je veux dire, ils ont dessiné. Non, mais je crois que les Mais NFT, genre, ils veulent en donner une utilité. Genre, par exemple, tu auras certains oui, produits où tu auras un meilleur rendement si tu as le NFT ou quelque chose comme ça. Donc, ça peut être sympa. Mais après, tu c'est vas un petit voir. peu surfer sur la hype. Ça va être bien, hein. Attends. Doc, Alpaca. Ça va être bien hein, si le BTC il continue. Non, non, mais non, la thèse est vraiment intéressante. Et puis Mais le leverage farming, c'est un des rares protocoles. En fait, Euh, ça peut marcher en boule et en bear. Et même en marché plat. En fait, c'est un protocole comme tu peux faire des stratégies longues, short ou delta neutre. En fait, c'est de la TVL qui est quand même assez sticky. Là où tu vas avoir de la TVL sur d'autres protocoles où suivant les périodes de marché, elle va partir, revenir, etc. Là, en fait, c'est de la TVL qui est, entre guillemets, ouais, sticky, qui c'est-à-dire reste. qui est persistante, tu veux C'est dire, ça. en français. Mais d'ailleurs, la TVL, elle était montée quasiment à 2 milliards à un moment donné, il y a dans le passé, hein, t'inquiète Mhm. pas. Ensuite, elle est redescendue, elle est quand même longtemps restée au-dessus d'un milliard. Hein. Je ne sais pas combien elle est actuellement. Donc, c'est quand même des sommes qui sont assez importantes. Le ratio, en fait, si tu regardes de dépôt et d'emprunt, il est bon parce que le propos du leverage farming, c'est quand même d'emprunter pour augmenter ses ratios de rendement. Mhm. Donc, en fait, il y avait des fondamentaux qui étaient intéressants. L'équipe, la communication de l'équipe est très bonne, c'est-à-dire qu'ils sont très Mhm. réactifs, c'est-à-dire que si tu regardes leurs différents réseaux sociaux, je veux dire, ils maîtrisent le même, ils sont même allés dans les NFT, c'est-à-dire ils sont dynamiques. Ils se sont pas fait hacker, ils mettaient, voilà, ils sortaient pas mal de features, et ils n'ont pas exactement suivi leur roadmap, mais enfin, Ah, au moi, je principe, dirais le moi je petit parle. défaut d'Alpaca, c'est qu'ils sont un petit peu lents. Après, c'est un compromis entre la sécurité, faire des audits supplémentaires et se déployer sur toutes les chaînes le plus rapidement possible, quoi. Parce qu'en Par fait, ils contre, ils pourraient mettre le choisissent. produit sur 10 blockchains un peu à la Bifi, et puis demain, ils ont 500 millions de TVL de plus et ils augmentent les revenus du protocole par 2, tu vois. Mais Par contre, je ils dirais ont que une approche vraiment lente et secure avec un audit pour chaque produit, pour chaque blockchain. Donc un voilà, audit c'est un certique en plus. compromis.
Non, ils en ont plein, Non, ils en non, ont plein, les non. audits. Je crois qu'ils ont Une 20 collection de. audits. 20 audits Ouais, au oui, tout. j'adore. Ils les collectionnent. C'est comme quoi, tu les audites, tu vois. Écoutez, au lieu de. Ouais. Non, et du Mais coup, par pour contre, vous ils ont une parler, malédiction. rapidement du dernier produit là qui vont sortir, du coup, Ah, en fait, c'est Intech. des Vault Delta neutres. Donc, en fait, grosso modo, ils vont emprunter les crypto-monnaies pour faire en sorte de ne pas avoir d'exposition au marché. Mais en fait, le problème de ces stratégies, c'est que c'est du pseudo Delta neutre parce que tu es quand même soumis à l'impermanent loss. Donc, si tu as un des deux tokens qui se casse vraiment la figure, tu peux quand même être soumis à des pertes. Et du coup, en fait, la, la valeur de leur Vault, c'est que ça va être auto-rebalancé. Donc, en fait, au fur et à mesure qu'il y a s'il y a un token qui se casse la gueule, bah, ça va être auto-rebalancé pour revenir à l'équilibre. Donc, déjà, tout ça, ça fait qu'il n'y a pas de risque de liquidation, parce qu'en fait, tu es toujours 50-50. Et aussi, ça permet de mettre un levier de ouf. Donc là, ils montent en levier x8, alors que normalement, ce genre de produit, tu montes jamais au-dessous d'un levier x3. Et du coup, ils ont fait un peu de backtesting. Alors forcément, c'est du backtesting, donc je pense que c'est un peu gonfler les chiffres, dans le sens où, voilà, quand il y aura vraiment des millions de TVL, Des milliards. des millions, des milliards de TVL, ces stratégies, ça va être un peu moins rentable. Mais tu vois, en fait, des stratégies backtestées qui font 170% APY avec un drawdown de 14%. Et tout ça, en fait, c'est tu poses sur un vault et tu n'as rien à faire. Et en fait, ça peut être le genre de stratégie en fait, qui, entre guillemets, pas tue le yield farming de manière traditionnelle, mais quasiment, quoi. Ou en fait, à quoi ça sert de poser juste 2 crypto-monnaies en perte de liquidité, alors qu'en fait, tu as un vault où tu peux avoir un leverage x8 qui va être auto-rebalancé et qui va surperformer ta petite pool de liquidité où tu as posé tes 2 crypto-monnaies, quoi. Franchement, s'ils rebalancent et tout ça, c'est génial. Par contre, tu vois, dans le farming, de toute façon, si tu veux des rendements, en fait, évidemment, tu as le rendement naturel qui est lié aux échanges. Tu vois, dans un MM, si tu as une paire qui est très demandée, en fait, tu vas avoir Mhm. beaucoup d'échanges. Donc, ça va générer beaucoup de frais, ça va te donner du rendement. Donc, ça, c'est le rendement, on va dire, naturel. Et ensuite, dans les méthodes pour avoir plus de rendement, qu'est-ce qu'il y a? La méthode classique, primitive, je veux dire efficace, mais finalement éphémère et à chier, c'est l'inflation. C'est-à-dire que ça a été la grande mode. Et on peut voir du goût. Ça, c'est par exemple, c'est Goose Finance qui étaient les grands Ouais. adeptes de l'inflation. Ensuite, tu as eu les Olympus DAO. Je veux dire, c'est la création d'un coin où tu en émets des quantités folles et tu le redistribues à ses détenteurs. Le problème, c'est qu'évidemment, l'inflation tue la base monétaire. Donc, mais c'est une façon, c'est-à-dire que c'est une façon de proposer plus de rendement ou en tout cas l'apparence de plus de rendement. Et donc, du coup, il y a eu une surenchère d'inflation. Bon, ça, c'est sans doute une voie sans issue. Une des autres façons, tu vois, d'avoir du rendement, effectivement, c'est le levier. Et le levier, je trouve que c'est beaucoup plus pérenne. Donc, c'est en fait, si tu permets aux gens d'emprunter, tu crées des mouvements. En plus, ça rend parce que ça fait des échanges. Et le risque, en fait, de toute façon, il n'y a pas de rendement sans risque. Le risque étant le risque de liquidation, évidemment, ou tu vois, quand tu arrives dans les bornes de la range, hein, parce que tu dis que ça rebalance, mais ça doit rebalancer dans une certaine période de temps et ça doit peut-être te permettre de couvrir d'une certaine Bah, en variation fait, de le prix. Mais si problème, tu as. c'est qu'à chaque fois que ça rebalance, en fait, ça va valider l'impermanent loss. Donc, c'est pour ça que tu peux avoir un drawdown de 14% sur une position en delta neutre. Donc, en fait, le drawdown de 40%, c'est quand le marché il fait moins 70. Là, tu regardes le prix du BNB, il est passé de 600 et quelques à 200 et quelques. Donc là, là, tu as ton drawdown de 14%, quoi. Mais sur les autres périodes de Ah, marché, tu vois que C'est les excellent. drawdowns. Attends, je crois. Voilà, il y a le drawdown ici. Tu vois, en fait, à part quand ça crache, quoi, le drawdown est assez faible, hein. Tu vois là des drawdowns de quelques pourcents. Mais au final, par mais rapport à l'APY, c'est négligeable. par contre, Crypto Pharma, j'ai jamais compris en fait l'intérêt des paires BNB stable, tu vois, si tu es bullish sur le BNB. Tu vois, en fait, si tu es bullish sur le BNB, je veux dire, comparé à détenir 100% en BNB, parce que tu vois, le BNB peut facilement faire plus que le rendement affiché, hein, tu vois. Et donc, en gros, à part, je veux dire, ben, je vois pas l'intérêt. Donc, et si tu es bearish, je vois pas l'intérêt d'en détenir du tout.
Donc en fait, moi j'ai du mal avec ces volts, une crypto, un stable. À la limite, avec deux cryptos, je comprends, mais avec sur lesquels tu es bullish sur les deux et tu sais pas laquelle va surperformer l'autre. Mais voilà, soit tu es bullish sur le BNB et dans ce cas-là, ben, autant prendre du BNB, soit tu es bearish et je vois pas pourquoi tu en possèdes. Donc je comprends pas très bien l'intérêt. Des Non, volts. carrément. Bah, par rapport au fait, si tu es bullish, bah oui, forcément, tu as plus intérêt à être 100% exposé. Après, on va dire l'intérêt d'une exposition, par exemple BNB USDT, ça peut être si tu es bullish, faiblement bullish neutre, voilà, tu penses que voilà, ça va augmenter très, entre Ouais, guillemets, bon, faiblement. Et comme ça te permet d'avoir un rendement sur les crypto-monnaies. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, c'est de la paire BNB USDT, mais tu n'es pas du tout exposé au BNB. En fait, tu peux considérer ça comme un vault en stablecoin, puisque le BNB de la paire, ça va être du BNB que tu auras emprunté sur Alpaca. Parce qu'en fait, tu n'as pas d'exposition à la crypto. En fait, tu as une exposition à l'impermanent loss de la paire. Donc forcément, là, ce genre de vault, tu compares ça donc, à du rendement en stablecoin, en fait, grosso donc modo. Crypto Farmer, attends, pour être clair, Ouais. dans 3 mois, on sort tous nos UST d'encore et on vient les poser dans cette paire de l'enfer là, et c'est pareil. Je veux dire, et on continue la cavalerie. C'est ça. Alors ce C'est vault, ça là, le j'ai projet de écouté. Crypto Farmer. Non, j'ai écouté des interviews. Je crois qu'il va y avoir une limite. Bah voilà, parce qu'ils veulent faire Ah, ça de manière assez tranquille. Et puis aussi, parce que si tu as du jour au lendemain 200 millions, alors que la poule, elle a 500 millions, ah, t'imagines bien à chaque fois que tu dois rebalancer, ils font un swap. Et du coup, après, bah, tu te bouffes beaucoup de slippage et tout. Donc forcément, ils vont faire des tests au début avec quelques millions, quelques dizaines de millions et tout. Et potentiellement, après, le diversifier sur d'autres chains avec d'autres paires. Et, mais oui, forcément, c'est pas le produit qui pourrait être utilisé par tout le monde, quoi. C'est pas 20% garanti sans limite, quoi. ah, mais non, C'est mais de toute façon, il y a jamais de rendement sans risque, hein. ce Une genre de collab, enfin, stratégie, ouais, une collab, c'est vraiment le leverage. Enfin, non, mais il est pas intéressant ce produit. Désolé, je t'ai interrompu. Je pense que tu voulais dire quelque chose. Mais non, mais justement, et du coup, pourquoi ce produit en plus, et déjà, il est intéressant à l'utilisation, ce produit, tu vois, parce que tu vois, backtester, ça fait un beau rendement sur du stablecoin avec un drawdown quand même raisonnable, quoi. Je pense que Oui, ces données-là, c'est 14% meilleur en que du crypto, bit. 14% en crypto, c'est rien du tout. Je veux dire, En même fait, 14%, là. En fait, ces données-là, c'est meilleur que le Bitcoin sur 2021, je pense. Oui, C'est oui, monsieur. Oui, oui. avec un drawdown minimum et plus de rendement que le Bitcoin, tu vois. Mais en fait, ça va surtout C'est le faire retour un d'Alpaca. afflux C'est le de retour TVL. d'Alpaca. Le truc, c'est que ces vaults, ça va surtout faire un afflux de TVL, de personnes qui vont rentrer dans ces vaults. Donc, ça va faire des emprunts. Donc, forcément, il va y avoir plus de personnes en lending. Donc, forcément, ça va faire beaucoup plus de revenus générés par le protocole. Et puis, on l'a vu Ah, précédemment, quand même, les revenus du protocole, c'est indirectement lié au buyback, aux dividendes, etc. Donc forcément, ça peut avoir un impact très positif sur le token. Et puis si ça n'a pas un impact positif sur le token, bah, il y en aura juste plus de burn et on aura plus de dividendes, quoi. Mais Oui, et puis il y aura la joie d'avoir participé à quelque chose de grand. Tu vois l'idée. Et ça n'a pas de prix, ça. moi, je Et, rentre s'ils font une collab avec Daniele. oui, non, quelle horreur. Mais attends, alors il y a la malédiction. Moi, je voulais dire deux trucs. Donc, il y a la vas-y. malédiction déjà de Alpaca, c'est ils ont tendance à choisir que des blockchains de merde. Donc, ça, je comprends pas pourquoi ils font ça. Donc, ils ont commencé sur la BSC, tu vois, au grand moment de la C'était BSC. bien Et la après, BSC à l'époque. ouais, ben, ils sont arrivés sur leur déclin, tu vois, parce qu'ils ont fait toute la descente, tu vois. Et j'ai Ah bah ils font la l'impression même qu'ils chose vont avec refont la Phantom. même avec Phantom. Tu vois, je veux dire, à un moment donné, pourquoi ils choisissent pas un truc, je veux dire, décent, Mais non, mais c'est comme typiquement, comme ils mettent 6 mois à Avala. faire 14 audits de sécurité. Comme ils mettent 6 Ouais, mois mais à qu'ils les faire, choisissent bah, ils bien. arrivent quand c'est fini. Mais c'est du Mais ouais, Solidity. d'accord. Le code, il le porte d'une blockchain à une autre. Normalement, il ne devrait pas avoir tant de boulot que ça. D'une EVM compatible à une autre, tu Ouais, peux ouais, faire. ouais. Normalement, il ne devrait pas avoir tant de boulot que ça. Mm. Ouais, mais en tout cas, dans leur choix d'infrastructure, ils ont des choix étonnants. Et moi, le dernier point que je voulais dire, donc, c'est comment tu fais pour avoir des rendements pérennes. Donc, tu as le leverage. Et l'autre grand de technique du moment qui est aussi pérenne, c'est le bribering. C'est-à-dire que c'est avec les tokens de Ouais. gouvernance, sur des protocoles de farming. En fait, tu vas te retrouver à exposer à des tokens externes, je veux dire, à ton écosystème. Et donc, en fait, ça te génère des rendements supplémentaires sans inflation sur le token. Et c'est intéressant, ça. Et donc,
Donc, je me demandais si tu avais, sur le sujet du bribering, tu nous as présenté Alpaca, donc merci beaucoup. Ça, c'est des expériences. C'est Mhm. un projet que tu étudies. Et moi, je le trouve aussi étonnant. Hein. Il m'a pas réussi, mais j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour ce projet. Et est-ce que tu as des petits sujets Bah, sur du bribering ou des trucs comme ça? tu vois, par rapport au schéma que je t'ai montré, les tokens XYZ qui donnent de leur supply aux personnes qui ont du token Alpaca, c'est une forme de bribering en fait. C'est juste ils donnent de Oui, leur supply contre de la visibilité. Après, forcément, tu ça va être parles un des... petit peu différent parce qu'en fait, le vrai bribering, c'est plutôt là où tu vas louer ton droit de vote. Enfin, je pense notamment à Votium, Curve. Oui. Et c'est surtout que tu fais ça en bloquant le token. C'est-à-dire que tu poses un Mhm. dilemme du prisonnier aux détenteurs, c'est-à-dire que tu leur dis, voilà, si vous voulez participer à la gouvernance, il faut prouver que vous êtes engagé dans le long terme avec nous. Et le meilleur moyen de prouver que vous êtes engagé dans le long terme avec nous, c'est de bloquer vos tokens sur 4 ans. Ce qui a pour effet remarquable d'assécher la supply. C'est-à-dire que Ouais. tous ceux qui s'engagent pour 4 ans, au moins, tu es sûr qu'ils ne vont pas te dumper à la gueule et ça fait toujours plaisir, c'est des frères. En échange, ils peuvent participer aux règles de gouvernance. Et ça intéresse directement les protocoles externes parce que les protocoles qui vont être listés, par exemple, sur Curve, eh bien, ils vont vouloir que les gens qui ont bloqué leur token votent pour eux. Et la meilleure façon de convaincre les gens, plutôt que de leur faire des discours futiles, autant directement leur donner de l'argent. C'est d'ailleurs ce que font les politiques. Pas avec leur argent, avec l'argent des autres, mais c'est le Toujours. principe même de, mais c'est le principe même de la politique, c'est d'acheter indirectement les votes des électeurs en leur faisant de prendre promesses qu'ils ne paieront pas eux-mêmes. Et finalement, c'est ce qu'on retrouve dans la crypto d'une façon plus transparente, je trouve. Ouais, non, mais carrément. Les systèmes comme ça, les plus connus, tu as le truc de Votium. Voilà le lien que je t'ai envoyé. Où en fait, là, là, c'est le récap du dernier round de bribering. Et en fait, voilà, c'est des projets qui vont distribuer du token si tu votes pour leur pool, quoi. En fait, c'est de la Est-ce- location de pouvoir de gouvernance. Après, le truc, c'est Votium, donc c'est sur Ethereum. Donc Ouais. forcément, Et, et je est-ce que pense tu as pas trouvé des accessible petits à. trucs un peu juicy là? Est-ce que tu as trouvé du bribering ailleurs que sur CRV, Votium et Convex? Est-ce que tu as trouvé des petites pistes de voilà, petits trucs là? Parce que moi, Bah, le t'as. bribering, ça m'excite. J'ai pas eu l'occasion encore de l'explorer correctement, mais je trouve que c'est un réservoir de rendement qui est pérenne. À l'image du leverage, je trouve que c'est pérenne, le bribering, alors que l'inflation ne l'est pas. Bah, en fait, c'est périn, mais bon, alors sur Votium, un petit peu moins, mais par exemple, il y a un autre exemple, c'est Beethoven sur Phantom, qui font exactement le même système, hein, Mais exactement le même Phantom, système. Mais voilà, en fait, les tokens que tu récupères. Alors, autant sur Votium, tu peux récupérer des coins sympas, autant sur l'autre truc, tu récupères vraiment. mais des coins à l'image de l'écosystème. C'est-à-dire que Ouais, c'est non, des mais coins en fait, à ça veut dire l'image de que. l'écosystème Phantom. Non, mais ça veut dire que en fait, quand les gens ils vont arrêter de rentrer sur des protocoles comme ça, ben, en fait, les projets ils pourront plus faire de bribering puisque leurs tokens n'auront plus de valeur, tu vois, grosso modo. Mais, euh, mais par contre, j'ai pas Normalement, de site sympa pour justement montrer ça, ce bribering. Mais au final, c'est exactement le même système. C'est tu bloques tes. Alors, c'est quoi? C'est des bits. Tu bloques tes bits sur Beethoven et, euh, et tu vas avoir le vote de manière hebdomadaire ou bimensuelle. Et en fait, bah, si tu votes pour Intel, tu vas recevoir en airdrop des tokens du projet Intel. Donc en fait, tu as, t'as des fiches de calcul. Alors c'est un petit peu moins bien fait que sur Votium. ah, Parce que je crois que sur ouais. Votium, ils vont calculer grosso modo automatiquement. En fait, tu peux leur déléguer tes tokens de convex où ils vont te donner, entre guillemets, ils vont te faire voter pour ceux qui donnent le plus. Alors là, je crois que sur Beethoven, tu n'as pas justement ce système de Votium où tu as des Google Docs qui circulent sur des Discord où tu vois tel projet donne tant de tokens, la supply ça vaut tant. Donc en fait, c'est plus rentable de voter ça. Et puis au fur et à mesure que tu as plus de gens qui votent pour un projet, et ben, en fait, c'est plus rentable de voter pour un autre. Et tu as ce petit jeu en fait de collecter le maximum de pots de vin, quoi. Mais Donc, perso, ça, je et je vois, participe pas trop, mais c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Tu vois, je et, suis ça de loin, hein. J'ai jamais acheté un token de cette plateforme, et pourtant je connais tout le système parce que c'est super intéressant, quoi. ah, CRV et les Curve Wars alors. euh, et- et- Ouais.
Après, par rapport au token Curve plutôt CVX, tu as plein de protocoles qui sont en train de DCA dessus, hein. Tu as plein de Mais ouais, protocoles, qui sont en train de mais DCA attends, mais dessus. moi aussi, je me suis pris bouillon hein, sur CRV. Alors, heureusement, je me suis positionné tôt, donc j'ai pas mangé. Mais bon, mais moi, je suis un hodeur de l'enfer. Hein, donc, tu vois, je suis pas allé prendre mes take profit, puis quand tu bloques, etc. Mais, et justement, je sais pas s'il n'y avait pas un même rationnel que ce que tu disais, c'est-à-dire que par moment, Curve, qui est un protocole énormément inflationniste, c'est-à-dire qu'ils vont créer sur des. Mmh. Et il était déflationniste. Par ce biais, en fait, du locking et du bribering, tu avais plus de gens qui bloquaient leur CRV Bloqué pour accéder que à la gouvernance que d'émissions. Donc techniquement, ce n'était pas un burn supérieur à une émission, c'était un locking supérieur à une émission, mais finalement, entre lock mmh ou burn, c'est plus ou moins la même chose, à part que le lock Ouais, dure ouais. 4 ans, le burn dure la vie. Mais, Ouais, mais il dure 4 ans. En plus, tout le monde lock sur, Convex, donc c'est du lock, perpétuel, hein. ouais, voilà. Et donc, eh ben, Mais ouais. malgré donc je ne sais pas si c'est resté suffisamment déflationniste pendant le temps, mais ce que je remarque, c'est que les épisodes déflationnistes, à moins qu'ils soient durables, je veux dire, n'ont pas forcément d'incidence directe sur le prix du token. C'est-à-dire que En fait, c'est ce que j'ai c'est pas observé, direct, moi, c'est plus de sur le façon long terme empirique. après, hein. Si Et tu ouais, as mais moins du de coup, il faut tokens que. en circulation, c'est sur le long terme, ça se voit, c'est pas forcément sur le court terme. Et dans le chat, il y en a beaucoup qui disent, Qidao. Ouais, c'est vrai que Qidao, c'est un bon exemple où tu as exactement le même système. En fait, ils ont tous, copié Curve, que ce soit Alpaca, Qidao, Beethoven, ils ont tous copié, C'est la grosse mode. Hein. Et attends, il y avait une autre remarque dans le chat que je trouvais pertinente, ouais. et ça rejoint toi qui es farmer, mais ça, là, ce coup-ci, c'est du staking, c'est l'écosystème Cosmos, c'est un blue chip, tu vois, et quand tu stakes, par exemple, du Cosmos, non seulement tu as le fruit de l'inflation, mais en plus, tu as tous les airdrops sur les chaînes qui sont connectées par l'IBC, donc c'est un truc intéressant. Est-ce que tu as Et exploré ça avec tes et puis petites maintenant, filles, tu tes peux petits même bleus? faire du liquidity, Tout providing à fait. et en faisant le staking en même temps. Donc ça te fait 2 niveaux de récompense. Moi, personnellement, j'ai un peu de retard sur cet écosystème, hein. C'est vraiment, je crois que je vais juste mettre une bille dessus, même si même In si the j'ai pas dark. bien analysé, mais c'est vrai que c'est Voilà. un peu plus compliqué, après c'est peut-être pas plus compliqué, mais bon, comme je suis habitué à plutôt tout l'écosystème EVM et tout, forcément c'est un peu différent, mais je vois tout le monde en dire du bien, donc forcément ça Mais ça faisait partie de mes questions, c'est-à-dire que c'est les sujets que tu n'as pas eu encore le temps d'explorer, mais qui e t'intéressent. exactement. Ouais, non, mais Cosmos là, bah, déjà je commence à m'intéresser à l'histoire de Superfluid Staking. Ça, Mmh. c'est vraiment un truc qui pourrait être, Mmh. repris, par, d'autres blockchains, quoi. Ouais. Samy, évidemment, a une connaissance de ce milieu assez aiguisée. C'est un petit peu mieux que enfin, c'est même beaucoup mieux que le liquid staking, qu'on connaît, et tu peux vraiment De meilleures fournir de garanties l'aide. de sécurité. En fait, ça va Ouais, devenir le ouais, ouais. standard de l'interchaîne et tu vas pouvoir avoir des assets même sur des blockchains. Une fois que les blockchains se mettent à jour et implémentent en fait ce nouveau standard, tu peux avoir une expérience de liquidity provider et en même temps de staker totalement nouvelle, sans avoir en Mmh. fait les problématiques associées aux actifs synthétiques que tu as par exemple sur les marinades, les lidos, etc. Enfin, je trouve que c'est pas mal, mais c'est une bombe avec beaucoup de latence, en fait, Cosmos. Parce que déjà, Attends, Samy, hein. tu nous résumerais en quelques mots le principe du superfluid staking? Alors, le superfluid staking, en fait, c'est vous apportez de la liquidité, par exemple une paire Osmo-Atom, vous apportez des atomes et des osmos, et on vous génère en fait le protocole va prendre en considération en fait vos actifs que vous avez apportés comme liquidité, comme aussi comme des actifs pouvant aussi être stakés en fait, pouvant participer à la sécurisation du réseau. Donc on vous crée en fait un actif que vous pouvez aussi sécuriser. Ça vous permet en fait de vous exposer au profit de l'apport de liquidité, c'est-à-dire les frais collectés sur la paire en question, et en plus, vous exposez à l'inflation du protocole, qui est monstrueuse dans le cas d'Osmosis, et en général assez importante sur les chaînes Cosmos SDK émergentes, parce qu'on met des taux d'inflation forts pour inciter des validateurs à sécuriser la chaîne, créer de la valeur pour au fur et à mesure réduire cette inflation. Et l'idée, c'est de faire en sorte que ce standard soit disponible sur tous les assets, sur toutes les zones, pour tous les tokens des différentes zones Cosmos. Pour l'instant, il n'y a que Osmosis et Atom. Je crois qu'ils ont ajouté Juno ou d'autres assets récemment. Là. Et, euh, et je pense que c'est pas mal. Même si, bon, Ah, ah, l'écosystème. Ouais.
En quelques mots, c'est staker et farmer à la fois. Ouais, exactement. C'est ça. En Exactement. fait, la seule contrainte, c'est que tu dois bloquer un certain temps, quoi. Parce qu'en fait, tu as la durée de unstake qui est Ouais, prise en entendu. compte. Ouais, exactement. Et à terme, je pense on va pouvoir avoir des assets, par exemple, sur la blockchain Akash et d'autres sur la blockchain, j'en sais rien, Regen Network, et apporter de la liquidité sur deux blockchains différentes en utilisant l'interface Kepler, contribuer à la sécurité de deux réseaux distincts. Mhm. Ça crée une incitation en fait à staker parce qu'on se dit putain, moi je n'ai pas envie de staker ou de sécuriser le réseau, j'ai envie de faire du cash avec mon cash, de la finance. Bah là, en fait, tu peux le faire. Et en plus, bah, si jamais tu veux t'exposer à l'inflation, bah, tu peux, bah, voilà, tu peux aussi staker. Et il y a moins d'implications sur le plan de. Voilà, c'est une méthode sûre de proposer cette expérience-là. Et je trouve que c'est intéressant. Mais comme je le disais juste avant, c'est une bombe à retardement. Ils ont mis 50 ans, Cosmos, à avoir un produit market fit avec une expérience DeFi pour l'end-user. Voilà, pendant 3 ans, il y a eu la construction de de toute cette infrastructure. Et c'est seulement aujourd'hui que ça commence à exploser, qu'on a voilà, les bridges IBC, il va bientôt avoir la shared security. On trouve des utilités enfin, je trouve que l'avenir est intéressant pour Cosmos. Carrément, Après, clair. Et puis, tu on as entend bientôt souvent. la. Pardon, ouais. Non, j'allais juste dire, tu as bientôt la chaîne EVM compatible aussi. Ouais, EVM, MOS, ouais, ils ont un et- cafouillage au launch, mais ça va ouais, arriver. mais Ouais. Ouais. ça sera mon moment de m'y intéresser. Clairement, il va y avoir à AV dessus. Pas mal de blue chips, je pense, vont aller sur EVMOS. En plus, ils ont fait un airdrop un peu exotique, donc ça a dû être un peu difficile à mettre en place. Mais ouais, c'est intéressant. C'est intéressant ce qui va se passer. Après, on entend souvent que Cosmos n'a pas de superbe tokenomics. Bon, clairement, l'inflation est forte sur le protocole, mais après, c'est un gas token, on paye les relayeurs, on va bientôt aussi pouvoir payer en Atom pour bénéficier de la sécurité des validateurs du Cosmos Hub. Dans pas longtemps, enfin, c'est ce qui va se passer. En fait, le concept de sécurité partagée, il va un peu, je pense, révolutionner l'espace, la cryptosphère. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu arrives, tu veux ta chaîne souveraine, tu es dans la merde. Parce que tu dois déjà prendre en main un kit pour construire ta blockchain ou la créer de A à Z. Donc là, tu n'as pas le choix. Tu vas en Californie et tu lèves 200 millions auprès des 16Z et tu croises les doigts en recrutant des gens de chez Meta. Sinon, allez, 20 millions, tu peux aussi le faire. Mais tu dois y passer beaucoup de temps. Soit tu utilises des frameworks, des systèmes qui sont déjà voilà, prêts à l'usage, donc Cosmos SDK, Substrate, etc. Et tu essaies de construire ta blockchain, Polygon SDK, etc. Et le problème, c'est que c'est bien, tu fais ta blockchain, tu la customises un peu comme tu veux, mais il faut qu'elle soit sécurisée. Et donc, tu dois convaincre plein de professionnels, des gens qui font tourner des nœuds, du moins des gens. Tu dois convaincre des gens, ces derniers doivent faire tourner de l'infrastructure. Cette infrastructure, elle a un coût. On peut parfois parler de plusieurs milliers de dollars par mois de bandes passantes, de hardware, etc. Et tu dois faire en sorte qu'il y ait suffisamment de valeur pour inciter ces personnes-là à sécuriser ton réseau pendant le temps qu'il faut, quoi. Et donc, pour le faire, bah, pour ce faire, tu dois distribuer des tokens et faire en sorte que cette distribution soit aussi la plus vertueuse. C'est super chiant. Tu as plein de. Voilà, ton but, c'est d'onboarder un max de validateurs, d'avoir un maximum de sécurité, d'avoir une distribution et de garantir en fait que ces validateurs restent. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tu as des systèmes dont tu peux hériter de la sécurité. En échange, tu dois juste payer, acheter en fait, payer le gaz sur ce système-là. Donc, tu peux envoyer de la data sur le Cosmos Hub et c'est le Cosmos Hub qui va garantir en fait la sécurité de ton réseau émergent. Tu n'as plus besoin de te préoccuper de oh, il me faut 30 validateurs distribués partout dans le monde, leur donner de la supply, des allocs, leur trouver un mécanisme qui les intéresse. C'est un peu ce qui se passe aussi avec Celestia. C'est des systèmes dont tu peux bénéficier de la sécurité avec des coûts plutôt faibles par rapport à Ethereum. Celestia, c'est un peu par contre le killer sur cet aspect-là. Mais Cosmos va aussi proposer quelque chose comme ça. Ça va aussi changer pas mal de choses parce que pour bénéficier du coup de la sécurité du Cosmos Hub, qui est un réseau de validateurs très fort, bah, tu dois payer. Il Tu faut dois payer payer. à un moment. Voilà. Je pense que Et c'est pas mal.
Très intéressant. Et bien justement, pour réagir par exemple au chat, et je crois à des positions et qui se défendent, hein, il y a les suprémacistes d'Ethereum et son évolution vers, je dirais, une infrastructure plus scalable, on va dire, et peut-être voilà, une scalabilité avec des ZK rollup ou je ne sais pas quelle théorie étonnante. Les suprémacistes Ether pensent que ça pourrait avoir un effet justement, parce que c'est quand même une guerre entre tous ces technos. C'est-à-dire que dans son portefeuille, on ne peut pas avoir non plus, je veux dire, nécessairement 50 000 coins. À la limite, je veux dire, si, voilà, hein, si c'est plus pratique, c'est des économies de réseau, donc c'est plus pratique d'avoir un coin avec lequel on peut tout faire. Et finalement, ne serait-ce pas Ethereum avec sa roadmap qui est le mieux positionné pour Je vais être insolent. Je pense que c'est Celestia qui est le mieux positionné pour mettre de la nique à tout le monde. Je pense. Ouais, mais Celestia, c'est pas encore sorti. C'est vrai que c'est une techno très prometteuse. Est-ce que tu résumerais la proposition de valeur en quelques mots, si tu veux, Celestia, ou je pourrais envoyer vers une vidéo. Vous avez, c'est le meilleur de la vision des zones Cosmos, c'est du futur en fait d'Ethereum roll-up centrique, Ethereum 2.0. Il y a plein de roll-up qui sont connectés en fait au main layer et qui bénéficient de sa sécurité. En fait, Celestia, c'est juste un réseau qui est optimisé, qui vous offre en fait du consensus. Et vous payez en fait cette sécurité-là. Ça va vous lui envoyez de la donnée, ça va traiter cette donnée-là, ordonner les transactions de la bonne façon. Ça peut se connecter en fait à des roll-up, à des Celestium, à des trucs qui viennent d'Ethereum. Ça peut se connecter en fait à des Cosmos Zones, à des chaînes arbitraires, à des subnets, etc. Ça se connecte à tout et n'importe quoi et ça offre en fait un layer de sécurité. Et les gens payent pour cette sécurité. L'avantage en fait d'utiliser Celestia par rapport à Ethereum, c'est que ça coûte une blinde de call en fait la blockchain Ethereum pour bénéficier de sa sécurité. Et plus en fait le nombre de requêtes que vous soumettez à Ethereum augmente, plus en fait vous vous retrouvez avec des additions monstrueuses. Arbitrum paye plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour en frais de gaz. Et je pense qu'à terme, même quand on aura fait cette transition avec succès vers un Ethereum 2.0 mature, il y aura toujours des frais importants sur le main layer. Parce qu'en fait, Ethereum n'est pas une blockchain qui est essentiellement optimisée pour la data availability et ordonner des transactions. Ethereum, c'est un bloc monolithique, le chart de base, qui fait de l'exécution, du consensus, de la data availability, les trois en même temps. Alors que Celestia, ça s'appelait Lazy Ledger à la base, ça n'exécute rien. C'est juste quelque chose qui est conçu pour cette finalité-là, data availability, shared security. Et ils ont créé en fait une technologie, ils ont créé une technologie, ils travaillent en fait sur enfin bref, je suis en train de raconter. Bon, tu es chaud, tu es très chaud de Celestia, donc tu ne crains pas un avenir qui soit uniquement dominé par Ether. Il se positionne très bien. Au-delà du fait que je pense que ça peut marcher parce que à la place de payer du coup plusieurs dizaines de milliers d'euros ou des milliers d'euros pour bénéficier de la sécurité d'un réseau lourd, tu pourras le faire sur Celestia pour beaucoup moins cher. Et donc c'est ça l'offre qui distingue Celestia du reste. Tu pourras aussi le faire via le Cosmos Hub, mais le Cosmos Hub va avoir je pense une compatibilité et va être intéressant pour ceux qui buildent en fait des blockchains construites avec le kit de Tendermint, enfin Cosmos SDK, etc. Après, il faut voir quelle est leur stratégie pour les roll-up, mais Celestia, c'est juste conçu pour ça. Il y a toute une recherche qui a été formalisée il y a plusieurs années en fait par Vitalik, qui est le fondateur de Celestia, sur ce qu'on appelle le problème de la data availability, les preuves de disponibilité de données et les erasure codes, etc. Ils ont une technologie qu'ils ont build pendant plusieurs années et qui va leur offrir en fait cet avantage compétitif par rapport aux autres systèmes que sont Ethereum ou Cosmos. Après, je peux me planter. Hein. Ça peut très mal se finir, ça peut mal se passer. Mais dans l'état actuel des choses, je pense que c'est un projet qui a toutes ses chances de réussir. Après, si on regarde la team, elle est quand même vachement forte. Il y a John Adler, c'est l'inventeur des Optimistic Rollup. Mustapha, il a fait Chainspace, qui est la première boîte blockchain qui a été revendue à Facebook en 2019. Il a fait ça à 22 ans, 23 ans. Il est allé en zonzon, je crois, à 16 ans, parce qu'il a hacké le gouvernement américain. Il a créé Lulzsec, qui est une communauté de hacking. Il est engagé sur pas mal de fronts. Nick White, il a cofondé Harmony. Comment s'appelle Ismaël Kofi, c'est le senior staff engineer chez Cosmos.
Et donc, ils ont en plus, sont familiers avec tous ces écosystèmes-là. Ils ont plein de développeurs qui ont contribué en fait à Ethereum depuis sa genèse 2014-2015. Peut-être que ça marchera, peut-être que ça ne marchera pas. Mais ils se positionnent pas mal sur ce futur modulaire. Parce que Après, la même période de l'année, j'étais assez bullish sur Solana. Je suis toujours un peu, parce que bon, quand tout le monde pense quelque chose, je pense que on peut toujours en fait se faire surprendre par Solana parce qu'ils optent ou voilà, ils changent quelque chose sur le plan structurel. Enfin, excusez-moi, je suis fatigué. J'arrive pas à après, aligner des fois. mais si, c'était très clair. En fait, C'était très Solana, clair. c'est une blockchain monolithique à l'image d'Ethereum à l'heure actuelle. Mais ce qu'on comprend et ce qu'il faut accepter, c'est que la composabilité qui est mise en avant par Solana et Kalsamani et tout ce que tu veux, c'est que c'est super bien. Ça te permet d'avoir tous ces acteurs économiques sur la même map. Voilà, il n'y a pas de fragmentation de la liquidité, il y a peu de latence, etc. Mais c'est très difficile de coordonner en fait des millions de gens. Et en fait, c'est juste pas possible. Je pense niveau hardware, niveau bande passante, etc. Tu ne pourras pas avoir une blockchain pour 1 milliard d'utilisateurs qui accommode tout le monde en fait sur le même shard. Et la vraie vision de la scalabilité, je pense qu'elle se fait via le sharding ou via des écosystèmes souverains qui communiquent entre eux. Et donc là, le vrai business, la vraie opportunité économique et technologique, c'est de concevoir en fait cette infrastructure qui offre par exemple de la sécurité partagée ou qui offre une optimisation des communications entre tous ces shards pour que on ait cette expérience de voilà, ces swaps interchaînes rapides avec de bonnes garanties de sécurité, qu'on ait une faible latence entre ces différents réseaux, même s'ils sont structurellement différents. Et donc, la roadmap d'Ethereum et le papier Endgame décrit tout ça. Et en fait, finalement, il a opté pour le sharding, même si à vue de nez, en fait, en 2018, ça ne semblait pas être la meilleure des options. On se disait, mais pourquoi ne pas mettre à jour en fait juste le base layer pour qu'il gère 100 000 transactions par seconde? Mais non, c'est parce que c'est juste techniquement très difficile à faire. Et on voit que beaucoup de réseaux qui ont un avenir intéressant, comme je sais pas, Cosmos, Avalanche, Ethereum, etc., optent pour ce système-là et ça permet d'accommoder un maximum de personnes. Et finalement, ce n'est pas un problème que tu aies 10 000 utilisateurs sur un shard 1, 10 000 sur un shard B, 10 000 sur un shard 3. En fait, ça permet d'avoir des environnements, des sous-blockchains qui sont spécifiques voilà, qui répondent à des besoins particuliers. Tu peux avoir une blockchain pour Deloitte, une blockchain, je sais pas, pour les paris sportifs, une blockchain pour les marchés monétaires, etc. Et après, ben, on fait en sorte qu'il y ait des interactions éventuellement entre deux différentes chaînes, même si ça ajoute un peu d'overhead, ça ajoute un peu de latence. Et on construit en fait cette activité économique de cette façon-là. Et Ethereum et Cosmos, visiblement, partageaient la même vision depuis leur dès les premiers jours en fait de leur conception. Parce qu'en fait, Cosmos, même si c'est arrivé beaucoup plus tard qu'Ethereum, Jae Kwon, il a commencé à travailler sur Cosmos avant même le lancement du mainnet d'Ethereum, enfin du projet d'Ethereum en 2014. Voilà. Je ne savais pas ça. Il travaillait sur Cosmos avant même le lancement de Ethereum? Juste avant, ouais. J'ai écouté un ouais. podcast. Il y a une chaîne qui fait des podcasts qui s'appelle Zero Knowledge Podcast. Et il y a un type que j'adore écouter qui s'appelle Zaki Manian qui a été contributeur chez Cosmos, qui fait aujourd'hui un projet qui s'appelle Sommelier, qui fait un peu de tout. Il est chez Agoric, il est partout, quoi. Son temps doit être très, très, très cher. Et il a de très bons insights parce qu'il est impliqué dans les réseaux distribués, dont Ethereum et Cosmos depuis leur premier jour. Et je pense que ouais, le scaling, ça va se faire avec, tu vois, des différents Scalabilité environnements. horizontale. C'est ce qu'on appelle Voilà, la scalabilité horizontale, c'est-à-dire que tu ne voilà. fais pas tout sur la même chaîne, mais tu le fais sur des réseaux parallèles qui peuvent communiquer les uns et les autres. Typiquement Voilà. Cosmos, c'est son IBC. Co- co- Typiquement les co- subnets Avalanche. C'est ça. Typiquement les parachaînes Polkadot. Donc on en parle. Exactement. Même si je suis beaucoup moins fan de la vision de. Même sur Cardano, finalement, tu as ça qui est pris en compte, mais ils ont des state channels, Hydra, en fait, et les sidechains, etc. En fait, toutes ces méthodes de scaling, finalement, même si certaines sont moins élégantes, bah, permettent d'onboarder un maximum de gens. Mais si tu fais jouer tout le monde sur eux. On n'est pas à l'abri, par exemple, que Solana, je sais pas, fasse des sidechains, j'en sais rien, fasse des roll-ups, ou alors que Solana atteigne les 700 000 transactions par seconde,
parce que on défie la loi de Moore et les processeurs deviennent vraiment hyper puissants et finalement, ça répond juste aux besoins. C'est suffisant pour répondre aux besoins de la planète entière. On n'en sait rien. Mais Anatoly, il est trop fort. Et moi, ça me ferait mal au cœur de voir ce projet échouer. Mais honnêtement, je n'accumule pas de Solana aujourd'hui. Et c'est le truc qui me. Non. Non. Je trouve que. Alors qu'il a corrigé par 3 Ouais, par rapport à son mais je ne intéressement. prends pas à 80. Ok. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu accumules du coup? Ce que tu nous C'est toi, partages. non, alors la perdu, c'est celle-là. Non, c'est toi, Ben oui, non, mais merci Crypto Farmer. Merci, sachant que Celestia, quoi qu'on en dise, n'est pas disponible sur le marché. Parce que, je veux dire, pour reprendre. Bah, on peut c'est même quand pas même spéculer, quoi. Voilà comment on s'expose à Celestia. Bon, merci Samy, tu es bullish Celestia, mais nous, on n'arrive pas à spéculer dessus. Donc, dans les coins Est-ce qu'il y a des Ponzi sur Celestial? C'est ça qu'on c'est ça qu'on veut ça savoir. viendra. En fait, il n'y a pas d'application sur Celestia, si tu veux. Celestia, ça n'exécute rien. Tu ne peux pas déployer sur Celestia. En fait, tu fais ton roll-up, tu fais ton Ponzi sur un roll-up et tu te connectes à Celestia pour avoir de la sécurité top-notch pour pas cher. Voilà. Et tu as cette mais moi, aujourd'hui, ce qui me semble intéressant dans le contexte marché actuel, bullish Ethereum, avec le merge, faut dire ce qui est, et surtout dans un contexte de marché qui est stagnant ou en pleine, ou alors en régression. Ethereum, c'est celui qui a les meilleurs fondamentaux, qui a le moins de chances de éventuellement dérouiller et qui sécurise le maximum de valeur. Ce réseau-là, c'est le plus intéressant. Ok, faut dire ce qui est. Et la roadmap est très intéressante aussi. Cosmos, malgré l'inflation élevée, les tokenomics éclatés, comme on entend souvent, non, Cosmos, ce que j'aime bien faire, c'est regarder où sont les builders, pas seulement dans les conférences, mais sur Internet, etc., et voir qui sont les personnes que je trouve les plus convaincantes. Et sur le plan parce qu'il y en a des développeurs, des inventeurs, etc., des ingénieurs, j'ai l'impression quand même que la majorité des choses se passent sur Ethereum et Cosmos. Quand je dis Cosmos, je comprends après tout l'écosystème. Le token, c'est celui que j'accumule, mais il y a beaucoup de builders qui ont fait le choix de construire avec le Cosmos SDK, donc qui ont fait leur propre blockchain souveraine. Donc, par exemple, Nethermint, VMOS, etc. Ensuite, Osmosis, donc Osmo, que j'accumule. Ce qu'il faut regarder, et ça va sûrement se lancer à la fin de l'année, c'est les tokens de Layer 2. Le Layer 2, que pour moi, la master race des Layer 2, en fait, ça va être Starknet. Le reste, c'est bien aussi. Ouais, mais pas de mais token. je suis moins. En fait, je pense que c'est eux qui vont capter le maximum de valeur. Et donc, en fin de roadmap, ils ont ce réseau entièrement permissionless sur lequel on peut déployer des run-ups, faire tourner un validateur. C'est la phase constellation. C'est là que je pense que le token entre en jeu. Je pense que c'est pour la fin d'année. Starknet, c'est une solution pour rendre Ethereum scalable. Et à terme, d'autres réseaux. Ce n'est pas que pour Ethereum. En fait, on peut faire des EK rollups pour n'importe quelle autre blockchain. Et je pense que c'est eux qui sont les mieux positionnés. Il faut quand même garder d'un coin de l'œil les EK Sync qui vont arriver, les Arbitrum, les Scrolltech, etc. Voilà. Après, qu'est-ce que j'accumule? Ethereum, Atom, Osmosis, en ce moment, c'est le seul truc. Un peu de Bitcoin. On discutait avec Benoît. Je pense que les sanctions, etc., les sanctions économiques, le fait que le fiat, ça vaut de plus en plus plus rien du tout, ça peut éventuellement amorcer une hyper-bitcoinisation. Mais bon, la logique les événements ne sont jamais logiques, en fait. Il y a toujours, en fait, une alternative. On n'est pas obligé de passer par Bitcoin. Il y a d'autres instruments. Et puis, en plus, tu as le mec de Terra qui est en train de dumper tous ses Luna pour du Bitcoin en ce moment. Donc, ça va bien market buy 10 milliards. C'est pas mal, donc ça me donne envie d'en accumuler. Avalanche, j'ai une exposition qui est stakée sans plus. J'ai déjà une exposition. Les projets d'infrastructure, ça peut être un bon bet, mais je n'accumule. J'ai presque envie de commencer à accumuler du GRT, mais je ne le fais pas. Je ne vais pas vous mentir. On en discute avec Benoît pour ce qui en est de la DeFi. Le AAV, je pense que je vais commencer à me positionner dessus parce qu'il n'y a personne qui fait comme AAV. Tu n'as aucun money market crédible qui est sur autant de blockchains avec autant de liquidités, qui a les portails, voilà, qui ship des mises à jour aussi intéressantes, qui a des produits pour institutionnels comme AAV Arc, etc. C'est la V3 qui vient de sortir. Ouais, et la market cap FDV, elle est à 2,2 milliards, ce qui est très raisonnable pour un protocole qui sécurise autant de valeur et qui est aussi utile, en fait. Alors, imagine Alpaca avec 60 millions. Non, je te taquine. Non, mais pourquoi pas, attends. Mais on va te poser la question après, Crypto Farmer. Mina, j'ai envie de l'accumuler. J'en ai une stake, j'en ai qui sont stakés, parce que j'investis dans Mina. Et
le truc, en fait, aujourd'hui, on peut déployer il y a un papier, là, Berkeley, on peut déployer des apps privacy ready sur Mina. C'est le seul layer one, en fait, orienté privacy, qui propose, en fait, de la confidentialité sans utiliser du matériel, donc les enclaves, comme on a sur Oasis, Secret Network, etc. La team est intéressante. La FDV est à 700 millions. Et je me dis qu'une fois que les Layer 2 vont arriver sur Ethereum, peut-être qu'il va avoir une sorte de hype et tous les projets qui auront ZK dans leur white paper, ils vont faire plus 50%, plus 100%, etc. Et on peut avoir une nouvelle saison de DeFi qui arrive sur Mina et le lancement d'un programme d'incentive à 9 chiffres. Je pense qu'il arrive, il est au coin, là, il attend au tournant. Il n'a pas été annoncé. Je pense que cette année, on va avoir quelque chose pour inciter un peu les activités DeFi sur cet écosystème. Et il y a pas mal de choses. Le seul truc qui est pourri sur Mina, c'est que les mecs, ils font un bloc toutes les 5 minutes ou les 10 minutes. Donc, la finalité, c'est tu peux attendre longtemps avant que ta transaction soit sécure. Mais ils travaillent en fait sur des systèmes pour que la génération des preuves et la vérification soit beaucoup plus rapide. Et donc, elle va baisser drastiquement à mesure que le temps avance. Donc, ils ont pris ça en compte. On va voir ce que ça va donner. Quoi d'autre? Après, les projets les plus excitants pour 2022, ils ne sont pas encore live. Hein. Il y a Céramique qui peut être pas mal. Et ouais, mais ça, c'est Horoscope. Ça, c'est pour Horoscope. le. Après, comment tu t'impliques? Ça, pour s'impliquer là-dedans, c'est plutôt, tu vas sur les sur les Discord, sur les Telegram, tu essaies de participer au testnet s'il y en a. C'est comme ça que tu peux essayer. Tu fais quoi? Tu pries pour un airdrop ou des incentivized testnet? Comment tu Oh, fais pour le il y coup? a un truc que je regarde pas mal en ce moment, c'est Agoric. J'avais interviewé le fondateur. Je vais lancer. En fait, Agoric, même si l'ICO s'est faite avec une FDV qui était plutôt importante là sur Coinlist, etc. Mais je pense que ça peut marcher en fait. Agoric, c'est une blockchain construite avec le Cosmos SDK qui permet de déployer des contrats en JavaScript. Alors, ce n'est pas la première qui propose ça, sauf qu'il propose de faire ça de façon sécurisée, parce qu'en général, JavaScript, c'est des gros red flags, même si Solidity est proche de JavaScript, etc. etc. Eux, en fait, ils ont refondu JavaScript de A à Z pour permettre à une énorme population de développeurs de concevoir des applications de façon sécurisée. Aujourd'hui, je crois que sur JavaScript, il y a 15 millions de développeurs qui savent le coder. Enfin, il y a une communauté de 15 millions de développeurs, alors que sur Solidity, il doit y avoir quelques milliers de développeurs qui arrivent à pondre 10 000 ou 15 000 personnes qui arrivent à pondre des smart contracts, peut-être corrects. Donc, ça permet en fait d'ouvrir la conception d'applications à plein de gens qui viennent du Web 2. Ils vont retrouver leur base, leur librairie, cette approche pour construire un smart contract. Donc, il y a une opportunité pour attirer des builders qui est intéressante, même si je pense qu'en marketing, ils sont pas... Voilà, c'est pas ouf ce qu'ils font. Et ils ont créé un système qui s'appelle Zoé, où quand tu déploies des smart contracts en JavaScript, donc il n'y a pas de re-entrancy attack, ce qui est la cause de 90% des hacks sur Solidity. Et Zoé, ce système, en fait, ça te permet de garantir qu'un échange se passe proprement. C'est-à-dire que quand tu calls un framework, un contrat ou autre, tu dis, moi, je veux donner tant de tokens, mais je veux avoir la garantie d'avoir tant de tokens en retour. Tu vois? Et qu'aucun paramètre en fait qui arrive au milieu puisse exploiter ça et faire en sorte que je me retrouve avec beaucoup moins, beaucoup plus, etc. Et donc en fait, eux, ils créent un système qui te garantit que dès que tu fais un swap, un échange, une transaction, celui-ci ne s'exécute que si en fait ton message, ce que tu as en retour fonctionne. Donc il y a plein de choses qui sont structurellement différentes. Les mecs ont passé 5 ans à build ce truc. Et de nouveau, si on s'intéresse à la team, etc., je pense aussi que c'est pas mal. Alors après, est-ce qu'il faut l'acheter dès qu'il va être listé, etc. Non. Mais au-delà de ça aussi, sur Agoric, il y a un truc qui est intéressant pour tout l'écosystème Cosmos, c'est leur stablecoin qui s'appelle Run, qui est aussi la monnaie pour payer les gaz. Donc on est sur un modèle un peu à la Luna-like. Donc tu as le BLD qui est le token de sécurisation, et tu as le token pour des stakers, et tu as le Run, en fait, qui est l'outil pour la vie économique du réseau, et l'outil aussi pour payer les transactions si on le veut. Voilà. Agoric, c'est pas mal aussi. Ça peut marcher comme ça peut être un gros flop. Voilà. Et les types derrière, ce sont des contributeurs de JavaScript depuis les années 90. Ils font des operating systems, des langages de programmation formellement vérifiables depuis la fin de la guerre du Vietnam. Les types sont quand même assez familiers avec ça, quoi. Et peut-être que ça peut fonctionner. Et ça bénéficie de toute cette connectivité
de l'écosystème Cosmos, etc. Blablabla, blablabla. Ouais. Voilà pour Et toi, j'accumule pas grand-chose, hein. Ethereum, Osmosis, Atom, et je m'intéresse pas mal aux projets que j'avais décrits avant, là. Voilà, beaucoup. ça c'est early stage. Puis Et j'échange en fait beaucoup avec ces teams-là, et je suis, du moins, moi, je suis rassuré en fait. Ça me paraît être, voilà, je suis assez convaincu par la qualité du projet après ces discussions, enfin des projets en question. Et Crypto Farmer, dernière question pour toi, hein. C'est-à-dire que la même question. Alors, Samy, là, il a été très exhaustif et on la remercie Ah parce non, que moi, ça ça sera permet aussi. beaucoup En plus fait, tu court, hein. as donné un savant mélange entre projets existants et projets à venir, Samy. Donc, voilà, hein, il y en a pour tous les. Il y a un moodre Après, il y en a plein pour d'autres, tout j'ai le pas monde. cité Alors. Accélar, etc. Ça peut être Ouais, très mais intéressant. il y a pas de token sur Moonbeam, ils le m'ont parlé marché. sur Polkadot. Moi, je les vends pas. Voilà. Je vais lancer le node dans pas longtemps. Pour moi, c'est un meilleur upside que Polkadot. Faut arrêter. Mais ouais. Il y a plein de trucs que j'ai pas cités. Mais essentiellement aujourd'hui, encore. Et la moitié, la moitié Bitcoin, Ether, un peu de Luna, parce que Oui, mais encore, tu n'achètes pas le token. Qu'on soit d'accord. Encore, c'est pour y non, déposer des non, UST et farmer. ouais, Voilà. non, Donc, quand tu dis non. encore, méfie-toi. Parce que sinon, on pourrait prendre le Ah message oui, différemment. t'es un Et pas malade. de tombe, pas de tombe. Voilà, voilà. Et toi, Ben, Crypto Farmer? ben non, moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, ça va surtout être Ethereum en ce moment, hein. Je suis quasiment plus du tout exposé sur aucun autre Ah, layer 1. C'est vraiment quasiment du full Ethereum et quelques petites pépites DeFi, surtout tout ce qui va être en fait un petit peu yield optimizer, tout ça sur et donc, tu différentes nous as parlé blockchains. d'Alpaca? Est-ce Donc, que t'as tu nous as parlé t'as- d'Alpaca? ouais, voilà, il y a Ah, Alpaca, il y a Bifi. Bon, mais si j'ai quand même fait une bonne prise de profit sur Bifi, j'en garde un petit peu en fond de mais là, ça portefeuille. redevient intéressant. Ouais, ouais, d'ailleurs, ça commence à redevenir intéressant. Tu as toujours du farming dessus. Mais après, en fait, comme du coup, le token Bifi, il est relié directement au rendement et c'était vraiment beaucoup de rendement du protocole lié à l'écosystème Phantom. Comme tout s'est cassé la gueule sur Phantom, forcément, ça a pris cher. C'est aussi ça un petit peu l'explication de la baisse du prix du token. Mais après, tu vois, il y a un petit protocole un petit peu similaire sur Terra. C'est Spectrum, où pareil, ça va faire l'auto-compound, tu récupères une partie des frais. Et sinon, en général, je vais essayer de jouer un petit peu les hypes. Donc en ce moment, je pense Métis, le layer 2, tu as peut-être pas mal d'upside puisque ça va faire le boom, surtout avec le merge potentiellement, les projecteurs, sur tout ce qui est optimistic rollup, comme c'est le seul qui a un token pour l'instant, tu peux pas spéculer sur les autres. Puis tu vois, là, tu avais le Launchpad Elrond, donc je me suis dit, Elrond, il risque de prendre de la valeur. Il a pris 15 ou 20% versus le BTC en un mois. Donc voilà, je fais des petits coups comme ça, mais sinon en mode buy and hold, accumulation Ethereum, hein. C'est C'est et très clair. Ça me semble safe en fait. ouais, Enfin, moi, ouais. it makes sense. Pour moi, tu as trois principales stratégies, en fait. Donc, c'est les plus gros porteurs que je connaisse, hein, ils jouent le number one. C'est-à-dire que parce que, en fait, tes stratégies de positionnement, d'investissement vont dépendre évidemment de la taille de ta bankroll. C'est-à-dire que c'est pas pareil. Je veux dire, ta stratégie d'investissement, elle n'est pas pareille à 1000 euros, à 10 000 euros, à 100 000 euros, à 1 million d'euros, à 10 millions Ouais, d'euros, à 100 millions d'euros. Et donc, les ouais. plus gros holders, en général, ils jouent pas, ils jouent le number one. Et j'en connais beaucoup qui, effectivement, accumulent le plus possible d'Ether parce qu'ils pensent que le number one à terme, c'est Ethereum, pour tout un tas de raisons, notamment au niveau de la supply qui va drastiquement changer avec le passage à Ethereum 2.0. On en a beaucoup parlé de ces principes de déflation et Ethereum est Mmh. voué à devenir déflationniste. En plus d'avoir une ère de richesse que d'hommes, c'est une belle expression. Si tu regardes en fait énormément de développeurs et d'intelligence, en fait, le savoir qu'il y a derrière Ethereum est monumental. Il y en a aussi derrière Bitcoin, mais ils ont beaucoup plus de mal à recruter des talents 2022 ou 2021, enfin chaque année, alors que Ethereum est toujours très hypé au niveau des talents. Et donc, les plus gros Mmh. porteurs jouent du Ether. Et moi, j'ai tendance à penser qu'en fait, faute d'idée, je veux dire, c'est un safe move. C'est-à-dire que un safe move, alors ça veut pas dire que c'est safe, un safe move, parce que ça peut évidemment décrocher salement, mais c'est le play par défaut dans la crypto. Je pense que c'est J'ai voilà, c'est un l'impression que très tu bel peux pas te upside. tromper quand tu prends Ether là sur les 6 prochains mois, tu vas pas te tromper alors que si tu prends les autres, tu vois, il suffit juste qu'un développeur il parte et et le truc il décroche de 50 en Oui, 24 heures, tu vois?
Alors que Ethereum, tu as l'impression que forcément, tu Voilà. peux avoir des news qui vont l'impacter fortement, mais pas de la même manière d'un Ouais, Phantom où tu as un mec Vitalik, qui mais se barre faut pas et qu'il clame ça, hein, Vitalik, hein, sinon c'est la merde, hein. ouais, mais ouais, mais bon. bon, en opérationnel, je veux dire, c'est sûr c'est un génie, c'est un des concepteurs, mais il n'est pas seul, quoi. Je veux dire, il n'est pas, voilà. Donc effectivement, Ethereum, bon, voilà, il sera là dans 10 ans. Il y a une roadmap en plus qui est une évolution qui est quand même beaucoup plus rapide que celle de Bitcoin. La proposition, le produit de market fit, qu'on le veuille ou non, il a été démontré. C'est sur Ethereum qu'il y a eu les NFT, je veux dire, les ICO, la finance décentralisée maintenant. Voilà, il y a eu pas mal d'innovations sur Ethereum. Il y a toute une recherche sur les layer 2, les optimities, enfin, toute la recherche qui est sur la scalabilité sur Ethereum, qui est depuis des années avec des équipes des centaines de gens, voire des milliers de gens dans le monde et des capitaux importants. Bon, voilà, il y a une position. Donc, si tu joues le number one, c'est un play. Voilà. Tu peux jouer aussi, bon, les conservateurs jouent Bitcoin, mais c'est vrai que C'est ennuyant quand ça. c'est ennuyeux, mais la proposition de valeur de Bitcoin est bien établie. Par exemple, je veux dire, quand tu compares Bitcoin to fiat, bon voilà, moi je suis pas du tout inquiet, je suis plus Mmh. inquiet pour les fiat que pour Bitcoin. Donc c'est la proposition de réserve or, elle aura toujours plus de sympathie à mes yeux que la proposition de valeur fiat, qui est censure et tout ce et, voilà, fin du cash, intérêt négatif, tout ça. Bon voilà, donc je serai toujours plus Bitcoin que fiat, mais si je dois jouer le number one, je jouerai Ethereum, donc ça je le comprends. Ensuite, t'as le top 10. Tu as beaucoup de top 10, voire le top 5. Et moi, typiquement, je joue le numéro 3. Quand tu joues le numéro 3, et ben là, tu as pas mal de techno. Et donc, Du tu coup, sais c'est très. USDT là, Non, ouais, mais hein. hors Je stablecoin. rigole, je Hors rigole, je stablecoin. rigole. Mais moi, je vais jouer évidemment les blue chips. Donc, dans mes blue chips, ben, mon blue chip de cœur, c'est évidemment Avalanche. Mais j'adore Cosmos, en fait. Et je trouve qu'il a un meilleur upside parce que sa market cap, en fait, est plus faible comparativement. C'est un protocole qui est très vieux, qui a beaucoup de recherches, qui a beaucoup. Et franchement, sa market cap, elle n'est pas à la hauteur Toi, de. t'es Enfin, depuis l'ICO, hein. T'es depuis l'ICO ah quand ouais, même, ouais, bien Louis, sûr. hein. T'es Ouais, un ouais, vrai, hein. ouais. Ah, mais oui. Ouais. Oui, oui. Non, Et sinon d'ailleurs, l'autre bonne stratégie, j'avais c'est d'en mettre partout, hein. Sinon ça, c'est pas une mauvaise stratégie non eh plus, hein. ben, c'est pas une mauvaise, mais dans une certaine limite, hein. C'est-à-dire que si tu vas au-delà de 10 coins, franchement, ça sert à rien. Et idéalement, il vaudrait mieux rester à 5. Parce que je connais beaucoup de gens qui sont allés, tu vois, ils arrivent, ils vont sur un exchange et ça brille, il y a des couleurs, c'est un sapin de Noël. On veut tous voilà, c'est l'époque, on les veut tous. Tu vois, ils ont tous l'air merveilleux, ils sont voués C'est à naviguer en exactement tous ce les que j'ai temps. fait la première fois que j'ai acheté des cryptos, hein. Je suis allé sur Binance dans Voilà. Eh oui, ça je suis brille. allé, dans Binance dans l'onglet, staking, là où tu as tous Et, les proof of stake et je les ai tous achetés. Moi, j'ai Et fait avec les clubs bon, de une petite foot. bille dans chacun. Avec et donc Benoît, là, on a sur fait la des stratégie. clubs de foot. Pardon? Ouais, non, mais si. Et sur la stratégie blue chip, mais là, justement, c'est tout ce que va dire, toutes les folies que va raconter Samy, c'est-à-dire que tout le fondamental, en fait, on va avoir cet écosystème et évidemment les équipes. C'est-à-dire que, par exemple, un des immenses talents de Samy, c'est qu'il connaît très, très bien, il entretient, il fait des podcasts, il fait une recherche intensive avec tous les concepteurs des protocoles. Et il ne faut pas croire. C'est-à-dire qu'une technologie, en fait, c'est des gens. C'est des gens. Elle est pas venue au monde toute seule. C'est-à-dire que l'accouchement, c'est fait par des créateurs. Et donc, en fait, si tu peux discuter, échanger avec ces gens-là, juger de leur qualité, voir comment ils se sont comportés dans le temps, et ensuite, c'est des gens et c'est d'autres gens qui les suivent, c'est-à-dire qui investissent dedans, qui mettent leurs capitaux. Et donc, c'est une belle communauté, c'est-à-dire que c'est des beaux concepteurs, une belle communauté, et en fait, c'est juger les hommes. Juger les hommes, c'est pas mal comme stratégie. Moi, c'est ce que je remarque que font tous les investisseurs à succès depuis des dizaines d'années, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent énormément aux équipes. T'as plusieurs stratégies, t'as plusieurs façons de faire. Tu peux essayer de regarder les graphiques et tu peux essayer de regarder les teams. Bon, l'avantage des teams, c'est qu'elles construisent les produits. Et donc, quelque part, je veux dire, c'est pas mal de se renseigner aussi sur ça. Et ça, c'est l'immense qualité de Samy. Donc, pour la sélection des blue chips, justement, je ferai une stratégie comme ça en essayant de regarder les équipes qui rassemblent le plus de talents. Parce qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Et donc, il faut chercher les talents. Et ce sont les projets qui ont le plus de talent derrière eux qui vont certainement créer le plus de valeur. En tout cas, moi, ce serait mon pari. Donc là, Samy, bon, je pense que le Lolialus de Samy résume tout. Et ensuite, la petite stratégie, ça c'est pour évidemment, mais encore une fois, le potentiel d'appréciation de ces blue chips, il est meilleur probablement que celui de la pole position, mais l'appréciation est sans doute, voilà, on va chercher du x10, on va chercher peut-être quelques x100, tu vois, ça va être compliqué. Et ensuite, il y a les coins du démon, c'est-à-dire que là, on joue le top 100, tout simplement. On joue le top 100.
Et en fait, et on va dans la vase, on se retrouve Clémence et on y va. Et ben, typiquement, c'est vrai que moi je suis d'accord avec toi. Alpaca, il m'a fait beaucoup souffrir, mais voilà, sa market cap, elle est très faible. Il a 60 millions. Le top 100, ça doit être 600 millions. Et s'il monte dans le top 50, voilà, c'est des milliards. Donc, ça donne une idée du potentiel d'appréciation. Après, ce genre de token, en Et, fait, comme tu as et, un petit peu une valeur fondamentale derrière, parce que tu peux grossièrement comparer ça à une entreprise qui a des bénéfices, etc. Donc, c'est pas le genre de token que, à mon avis, il puisse faire un fois 100, quoi. Parce qu'en fait, s'il fait qui, un fois te- 100, par exemple, le Alpaca. Ouais, mais il Ah, peut facilement faire. S'il est à 60 millions et qu'il va à 600 millions, franchement, 600 millions, c'est la centième place. Honnêtement, je ne comprends toujours pas. Après, je me suis trompé sur tout le long, hein, mais je ne comprends toujours pas pourquoi il n'y est pas. Si tu regardes, en fait, si tu fais la première part de Command Pack 4, il y a des infamies, c'est-à-dire qu'il y a des mines partout, il y a des zombies, il y a de l'horreur à savoir quoi en faire, hein. Et lui, il n'y est pas. Tu vois, je dirais, pour moi, c'est incohérent. Et dans le long terme, ce que j'ai remarqué, c'est que quand même, il y a une justice, hein, dans les cryptos. Alors après, il y aura peut-être des Ah erreurs de oui. parcours, mais dans le long terme, il y a une justice, hein. C'est-à-dire que voilà, je veux pas dire de mal de crypto, mais bon, les Ripple, attention, et c'est surtout les autres qui montent, en fait. Voilà. XRP. Ah non, j'ai mis skip. Non, mais je voulais prendre l'USD. C'est l'USD que j'ai. XRP. Voilà. Tu vois, Litecoin, par exemple, qu'est-ce que fout Litecoin aussi haut? Ça Non, va. mais même dans la DeFi, hein, tu vois Excusez-moi. des Ponzi et tu sais que ça va chuter un jour et ils sont à 300 millions de market cap aujourd'hui. Donc, Et pareil, et donc du coup, je ferai la même stratégie, c'est-à-dire que sur les stratégies, c'est-à-dire que low cap, ben, je jouerai à la fois sur les équipes, donc les hommes, et le produit. En fait, tout simplement essayer le produit et de voir ce qui marche bien, et Inch'Allah, hein. Donc c'est ce que tu fais, c'est ce que tu proposes toi, Crypto Farmer, très bien. Voilà. ouais. Moi, Mais Moi, je suis un grand fan de moi, tes je vais devoir contenus. vous abandonner, chers amis, très, très bientôt. Mais Pareillement. voilà, mais Je peux faire une intro. J'avais vu juste quelques messages en disant que sur Solana, il y a 4 validateurs, c'est décentralisé. Non, il y en a plus de 1500, hein. C'est pas mal, hein. C'est pas si En fait, le problème de Solana, c'est que c'est un système avec un leader qui est élu en fait tous les 4 blocs, et l'agenda des leaders, en fait, tu l'as à chaque époque. Donc tu peux spammer en fait le leader en avance qui va être mais bon, c'est pas si centralisé que ça, hein, comme on peut l'entendre. Il y avait une autre question. Euh, Non, je ne vois pas. Je la retrouve plus. Mais bref, tu voulais rajouter quelque chose, CF, ou tu avais un autre. non, 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 je pense qu'on est rentré dans le format, c'est ça? Ouais, ouais. Bah écoutez, c'était Ah très ouais, cool. Faut ça à refaire, clairement. Moi, j'étais très content de t'accueillir sur cette émission. J'ai avec pas vu le temps plaisir quand tu passer. veux, hein. Tu m'envoies un petit Moi message aussi. et je suis là. Et si vous ne connaissez pas la chaîne de Crypto Farmer, bah, je vais l'afficher à l'écran et mettre le lien dans la description du replay YouTube. Top. Vous avez ici la chaîne de Crypto Farmer sur laquelle bah, il Super parle. miniature, hein, vraiment, la qualité du graphiste. Il y a énormément de contenu sur différents sujets, DeFi, optimisation de yield, enfin bref, c'est une des chaînes que je suis, avec Bankless. J'ai pas mal de. Non, je suis vraiment fan. Et puis il y a aussi des contenus de Crypto Farmer sur la chaîne JDC. C'est ça, Yes, sir. tous les samedis. Tous les samedis. Voilà. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et si vous voulez venir build avec nous, Node Guardians, et tâter de plus près, interagir avec les teams de Céramique ou Celestia ou autres, que vous êtes dev full stack ou des DevOps expérimentés, une expérience une expérience crypto est appréciable, ben, n'hésitez pas à nous contacter à jobs@nodeguardians.io. Je vais l'afficher ici. On a reçu pas mal de candidatures. On n'a pas fini de les traiter, mais il y a vraiment de super collaborations qui ont été lancées là sur les dernières semaines. Et on est toujours en cours de recrutement. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. En anglais, idéalement. Et puis, voilà. Et un dev web. Dev web aussi. Si jamais il y en a parmi vous, vous êtes le bienvenu. N'hésitez pas à nous envoyer des... Il faut que j'aille me reposer. salut les amis, encore Merci, merci. merci encore, merci CF, merci le chat, merci pour tous les abonnements. Merci à Aussi, tous. voilà, à très très vite. Salut. À très bientôt.
Ciao.